Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Boum, boum, vive la neige, jingle bell, c'est le fun, c'est le fun, c'est beau. C'est féerique. C'est parti jusqu'en avril, fin avril. Les changements climatiques, extraordinaires. Ça va finir par arriver un peu plus tard, à un moment donné, je sais pas. Hey, on est prêt, on a un gros live aujourd'hui. Max Truman un peu plus tard. On a également... qui tu m'as dit? Nicolas du FCC, des contribuables. Nick. Et après ça, on a une boîte avec Jerry. Une boîte. Oh, Jerry, on a une boîte. Donc, mais pour commencer, parce que c'est lundi, Yann Sénéchal avec nous autres dans le live pour débuter la semaine. La fin de semaine a été bonne en quantité de choses à jaser, mon ami Yann. Quand même. Vraiment surprenant. Mais en même temps, je veux dire, le truc de la fin de semaine, c'est le sondage, le taponnage de sondage de la Ville de Québec. Je veux dire, c'est... J'ai senti que Radio-Canada t'a insulté de s'être fait prendre pour une valise. Là, tu parles du gars qui est intervenu avec Bruno Savard, non? Oui, exactement. L'audio qu'on a vu, là. Tu sais, les journalistes, ils ont leur défaut, là. Hey, je pose une question de même. Combien de gens ont vu cet extrait-là live comparativement à ce qu'on a vu sur X? Mon feeling, c'est quasiment du 100 pour 1. Je me trompe-tu? Ah, je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu live. Ouais. Honnêtement, mais il fait le tour des réseaux sociaux, cet extrait-là, puis ça choque les gens et ça choque les journalistes. Ça, c'est un gros game changer dans l'histoire. Parce que Bruno Marchand, là, je veux dire, il faisait comme si son règne était assis sur des résultats d'élections à Labourmesque, si on veut. Ouais. Mais c'est pas le cas. Je veux dire, il est passé sur un cheveu sa soupe. Là. Je veux dire, oui. Ben, il y a eu une mairesse pendant 3/4 d'heure. Ben, exactement. Fait que, il était très, très, très autoritaire dans sa façon d'agir. Il imposait son désir comme une réalité. Il n'est pas capable d'avouer qu'il ne s'était pas fait élire avec le tramway. C'était pas un partisan du tramway dans son élection. C'était quelqu'un qui voulait changer profondément le tramway, puis il disait lui-même qu'il n'était pas sûr, puis il disait lui-même s'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, il n'irait pas. Fait que là, tout le monde se rappelle un peu de ça. Les journalistes, on sent qu'ils veulent le tramway, on sent qu'ils voulaient ce projet-là, mais pas au prix de se faire bullshiter. Puis moi, je pense que ce qui a changé en fin de semaine, puis on va le voir plus dans les prochaines semaines, il ne fera pas un beau tour, Bruno Marchand, parce qu'il a bullshité des journalistes, il a ri d'eux autres, puis les journalistes ont eu la cave. D'abord et avant tout, un journaliste, il y a des affaires que c'est capable de tolérer, mais ça n'aime pas vraiment avoir la cave. Donc, eux autres, quand ils ont distribué le chiffre de 40%, la Ville de Québec, de dire que c'était rendu ça l'acceptabilité, puis ça n'avait pas vraiment bougé, c'était à peu près dans la marge d'erreur, les journalistes ont commencé à faire circuler cette information-là pour de vrai. Donc, ils ont pas Taeb se fait avoir, là. Carrément, ils n'ont pas fait de vérification très intensive sur ces chiffres-là. La Ville a dit ces chiffres-là. Nous autres, on les a transmis parce qu'on est habitué de transmettre les chiffres de la Ville sans trop regarder. Ouais, mais sauf que le papier qu'ils ont reçu, Stéphane Lachance me l'a envoyé, là. C'est vraiment indiqué en bas clairement, là. Tu sais, ça prend pas une grosse recherche puis un gros calcul. Il y avait un astérix en bas qui le disait, le chiffre. Donc, c'était là. Ça prouve qu'ils ne le regardent pas. Ça prouve qu'ils transmettent l'information sans trop d'efforts, d'habitude. Puis généralement, ils font confiance aux politiciens qui leur donnent l'information parce qu'ils ne sont pas vaillants. Ça, c'est des caractéristiques de base des journalistes. Ouais. Mais le deal implicite entre les journalistes et les politiciens, c'est genre, faut-moi pas. J'ai pas le goût de travailler fort, puis je vais distribuer la cochonnerie que tu veux à la population. Fais-moi pas travailler fort, mais Christy, arrange-toi pas que j'ai la fou, par contre. Puis c'est ce lien de confiance-là qui a été brisé entre les journalistes puis Bruno Marchand, puis ça va écouter sauf cher. Karine Gagnon. Ouais, mais je veux dire, y a-tu quoi faire avec elle? Oh, ça montre pareil. C'est parce que je suis pas le seul, là. Tu sais, Bruno Marchand, je le dis souvent, je le connaissais avant la politique. Bon, ça fait longtemps que Bruno Marchand se promène dans plein d'affaires, plein d'organisations. Il y a longtemps, moi j'ai croisé Bruno Marchand il y a longtemps, puis je savais déjà qu'il y avait une idée derrière de la tête de faire de la politique un jour.
Mais il y a une chose, je l'ai dit à Radio X quand ce gars-là s'est présenté, je ne savais pas un qui était autant QS, je savais qu'il était à gauche de par le travail qu'il avait fait, puis pour avoir parlé avec lui pour d'autres occasions, je savais que c'était un gars plus de gauche que de centre et même de loin de droite. Mais je veux dire, j'étais capable de voir que ça avait l'air d'un gars authentique, un gars consciencieux, un gars droit, un gars avec des choses qui diffèrent de moi, mais au moins, il avait l'air d'un gars vrai. Puis je l'ai dit pendant la campagne. Puis Bruno m'a écrit, puis il me dit, je suis content, je sais que peut-être tu ne voteras pas pour moi, mais ça m'a fait du plaisir que tu dises ça. J'ai dit, ça va faire du bien, parce que la bombe a tellement été méchant, il a tellement pas été fin, que là, finalement, on va avoir un gars de cœur puis un gars brillant. Puis peu importe qu'il soit d'un bord ou de l'autre, là, c'est secondaire avec l'air qu'on avait eu de la bombe. Christy, que je me suis trompé, pas juste sur comment QS il est, mais comment ce gars-là me déçoit, puis je me dis, l'homme, je continue à penser que l'homme n'est pas de même. Comment se fait-il que quand ils s'assoient sur une chaise où ils ont du pouvoir, où ils ont... Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent de même? Parce qu'on va se le dire, là, l'homme, je tasse l'homme du politicien, mais le politicien, maintenant, là, ce que je vois dans son front, c'est marqué crosseur. Et je ne l'ai pas vu venir. Ah, puis je me demande à quel point il est à l'aise dans ce rôle-là, parce que tu sens qu'il est pété, tu sens qu'il est brûlé, tu sens qu'il n'y a pas la joie de vivre qu'il y avait au début. Du tout. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, coudonc, là, c'est qui le veut, le foutu tramway? On peut-tu répondre à cette question-là? C'est qui le veut, là? Au-delà des journalistes, au-delà des maires. Ben, groupe d'ingénierie, les Pomerleau de ce monde, la gang de la Pocatière, il y a un paquet de monde là-dedans. Là. Tu sais, on a vu des histoires sortir avec Yvon Charest, son fils. Dans toute cette histoire-là, on sait que c'est quand même assez proche de Bruno Marchand aussi. Et de la bombe. Tu sais, à un moment donné, là, pouvez-vous nous dire c'est qui le veut? Puis c'est qui met cette pression-là sur ce politicien-là pour avoir ce tramway-là? Parce que... Il est plus à l'aise. Il n'a pas l'air à l'aise, mais en même temps, il défend bec et ongle. Puis on sent qu'il se sent obligé. Puis il est prêt à tout. Moi, ce qui me fait capoter dans cette histoire-là, c'est qu'il semble prêt à tout. Parce que là, il a crossé les journalistes. Puis ça, c'est nuisible pour lui. Parce que dans le futur, les journalistes vont être beaucoup plus vigilants. Puis ils ont une dent contre lui. Donc, éventuellement, ils vont le faire mal paraître. Puis ça, tu veux pas ça quand tu es politicien. Tu veux pas te pincer avec les journalistes de cette façon-là. Parce que moi, ce que j'ai senti quand tu regardes l'extrait entre Bruno Savard et Olivier Lemieux à Radio-Canada, tu sens qu'il y en a un qui s'est fait baiser et qui n'est pas content. Puis c'est sa façon de lui rendre sa monnaie de sa pièce. Oui. Il y a effectivement un élément de confiance qui semble carrément crasher, là, si je peux prendre l'expression, crasher complètement. Puis effectivement, quand les médias, parce qu'il l'appuie dans son projet, les médias sont pro-tramway. Mais là, ils sont comme déchirés entre qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce que on crush le gars qui a ri de nous autres, en même temps, on va écraser le projet. Comment ils vont réagir, eux autres? Parce qu'ils sont pro-tramway, les médias, là. Commence à être dur à défendre le tramway à 36 % de support dans la ville de Québec et surtout un support concentré dans les deux comtés Québec solidaire, puis un petit peu celui de Jean Talon qui est péquiste maintenant. Tout le monde comprend que stratégiquement, la CAQ largue le projet du tramway et ils scorent des points dans tout leur comté caquiste. D'ailleurs, ça c'est vraiment important, les dernières projections de sondage avec la remontée du PQ puis l'affaiblissement un peu de la CAQ, principalement dans la région de Québec, c'est tout ce que ça donne, Jeff. Ça donne que présentement, il y a 5 comtés qui pourraient être passés carrément au niveau du Parti conservateur du Québec. Si on fait une élection demain matin, avec les résultats de sondage qui sont sensiblement pareils pour le PCQ qu'à la dernière élection, ils ont eu un creux, les conspis les ont largués, puis éventuellement, ils ont remonté avec le travail de la dernière année. Ben, on est vraiment dans une situation où est-ce que si on refait l'élection, la CAQ passerait à peu près à 78 députés et le PCQ n'en gagnerait 5. Oui, c'est à peu près le calcul que j'avais fait. Oui. Qui est-ce qui est en danger? Ça, c'est encore plus intéressant à regarder qui est-ce qui est en danger. Les deux Éric Kerr. Éric Kerr, mais les deux comtés de la Beauce et Bellechasse, ça serait réglé PCQ ou presque. Ouais. Tu as le comté d'Éric Kerr, la Pelletrie, qui pourrait passer aux mains du PCQ. Tu as le comté de Sylvain Lévesque dans Chauveau, qui pourrait passer aux mains du PCQ. Et tu as le comté de Geneviève Guilbeault, qui pourrait passer aux mains du PQ. Oh! alors que c'est pas la pire, là. J'ai aimé sa réponse sur le transport en commun en fin de semaine pour les déficits. Là. Exactement. Donc, on est dans une position où est-ce que la CAQ va bouger.
puis la pression va venir de l'interne. Parce que là, Guilbeault a capote sa vie, Sylvain Lévesque capote sa vie, Éric Kerr capote sa vie. C'est ça. Puis eux autres, larguer le tramway demain matin, ils scorent plus de points avec ça que d'accepter le troisième lien. Oui, sauf que la CAQ, en ce moment, c'est ça l'affaire. C'est que dans le bureau fermé, ils sont un peu poignés. Parce que d'un bord, tu as les citoyens, puis de l'autre bord, tu as la Chambre de commerce de Québec, tu as le Conseil du patronat, tu as le Mouvement des jardins, tu as l'Université Laval. Il y en a plein d'autres de même qui sont pour le tramway, ouvertement. Donc, il y a comme un clash entre les espèces d'institutions puis le peuple. Ouais. Il y a vraiment une... Oui, mais puis aussi, là, l'élection est loin, je comprends, là, mais l'élection est loin, puis le PQ va tirer dans sa chaloupe au moins 50 fois d'ici la prochaine élection. Ils ont réussi deux affaires pas pires depuis à peu près une semaine. On dirait qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche maintenant, là, ils sont comme un peu déphasés, puis ils risquent de tout briser cette augmentation-là. Mais effectivement, il faut que la CAQ, quand même, soit vigilant. Hey, je vais te faire entendre le bout que tu dis, le ton du reportage, de la manière que c'est présenté également par Bruno Savard à Radio-Canada. Je pense que c'est quoi, vendredi, ça? Je pense que oui. Vendredi. L'appui au tramway qui fléchit à Québec. Les plus récents chiffres publiés par la Ville de Québec font état d'une perte de 6 points de pourcentage par rapport à la même date de l'an dernier. Et Olivier, notons que la Ville l'a présenté autrement ce matin, cependant. Oui, effectivement. Depuis ce matin, Bruno, le chiffre qui est mis de l'avant par la Ville, c'est 40 %. Alors, 40 % au global, 40 % d'appui à Québec pour le tramway. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que pour arriver à ce 40 %-là, la firme de sondage léger a retiré de son échantillon les « je ne sais pas ». Les gens sondés, mais qui ne se prononcent pas sur le projet. Il y en a dans tous les sondages. Donc, on les a retirés et on a rapetissé donc la taille de l'échantillon, ce qui a fait gagner quelques points aux appuis du tramway. Le problème, c'est que c'est un changement méthodologique par rapport aux autres sondages menés par Léger pour le compte de la Ville de Québec. Il y en a eu 3 depuis janvier 2022. Et c'est pour ça qu'à Radio-Canada, on choisit de parler donc d'un appui à 36 % et pas à 40 % pour le tramway. Donc, voilà le ton du journaliste qui s'est fait fourrer. Qu'est-ce que tu penses que la mairie puis la gang à l'hôtel de ville pensaient entre 36 et 40? Je comprends, il y a un genre de step psychologique d'être à 40. Tu es un peu, comme tu disais, dans la marge d'erreur des derniers, donc tu n'as pas de baisse. Mais je veux dire, ça sauve pas ton projet pareil, 40 ou 36. Tu dis... Je risque de perdre ma crédibilité pour 4 % qui finalement ne changera rien. Qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête, eux autres? Ben, écoute, je pense qu'ils sont fourrés dans le sens qu'ils auraient préféré jamais faire le sondage. C'est l'affaire, c'est qu'ils étaient obligés de le divulguer parce que c'est un organisme public. Puis, honnêtement, c'est vrai qu'ils n'auraient jamais dû faire le sondage parce que tout ce que ça montre, c'est le trend. Parce qu'en politique, c'est pas nécessairement le niveau d'appui qui est important, c'est la direction vers où ça s'en va. Le trend est négatif. On parle des sommets de 44 % puis on drop à 36 %. C'est une baisse qui est quand même importante. On parle de 8 % pour un projet qui, techniquement, représente beaucoup d'argent pour la région. Là, tu es en train de me dire que la région de Québec va se faire arroser de milliards de dollars pour ce projet de tramway-là et qu'il y a à peine 36 % des gens qui sont d'accord avec ça. Ouais. Mais là, tu as vu la spin de la gang de la Joute. Ouais, mais il faut... D'abord, Stéphane Bédard nous a dit carrément que les gens doivent... Ben, c'est pas de même que ça marche, là, c'est que tu vas te tourner vers les endroits où ils passent, tu vas regarder les gens qui le prennent, puis à partir de là, ben, tu l'imposes pareil, puis ce que lui dit, c'est que tu le fais... ben, regarde, je vais te le faire entendre, OK? Mais Stéphane, ça va être quoi, à la limite? En conclusion, c'est pas trop peur, ces chiffres-là, qui sont seulement en 36,8 % d'appui. Demande aux gens qui sont sur le tracé, qui vont l'utiliser, puis ça a l'air, selon ces sondages-là, qu'il est là, l'appui, là. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne l'utiliseront pas, fait qu'eux, ils disent on ne devrait pas en avoir. Je veux dire, c'est circulaire comme argument, là. Bien, circulaire, c'est bien dit. On faisait ça en commission parlementaire pour gagner du temps des arguments circulaires, mais effectivement, tu le fais pour ceux qui en ont besoin et qui attendent, parce que tu attends à Québec, là. Si quelqu'un pense qu'il n'y a pas de besoin à Québec, il y en a, donc il faut le faire. Et si l'éléphant est trop gros, ben, il mangera en bouchée. Ah, on a fini ça avec des belles expressions aujourd'hui. Wow! Voyons, mais là, on parle de plusieurs milliards de dollars, quasiment à 10, on va se le dire.
Puis on nous dit que si les 3 comtés touchés par ce tramway-là, parce que c'est à peu près l'équivalent de 3 comtés, si eux sont d'accord, on va le faire. Vous rendez-vous compte du ridicule de ce projet-là? Mais ça n'a pas bon sens. Il y a juste mais tu 3 vois comtés qui comment... réussissent à avoir un appui. Stéphane Bédard, là, c'est un politicien de carrière. Il n'en fait plus, là, mais tu vois comment ça se passe pareil. Là. Dans sa tête, c'est clair. Là. On va le faire manger à petite cuillère, puis ils vont finir par le manger au complet, l'éléphant. Ça, c'est clair. C'est de même que ça marche. Ah, on est dans une... Ça, c'est... Il y a un problème qui arrive. C'est un problème économique qui est super connu. On appelle ça le sunk cost fallacy. C'est qu'il y a tellement d'investissements de temps, d'énergie, d'efforts et même d'argent maintenant dans le tramway que tous les gens qui ont commencé le projet ont peur d'avoir l'air fou. Un exemple dans le psyché des gens le plus facile à comprendre, Jeff, si tu t'achètes des billets pour un show que tu aimes beaucoup, puis tu décides d'aller à ce spectacle-là, puis tu dépenses des centaines de dollars pour y aller. Par contre, la veille, tu files pas, tu es malade. Tu n'as pas la tête à aller à un spectacle. Si tu y vas pas, ça te coûte-tu de l'argent de ne pas y aller? Ça te coûte absolument rien. L'argent est déjà dépensé de toute façon. Oui. Tu ne perds pas d'argent ou rien, mais tu n'as pas le goût d'y aller au spectacle. Plus souvent qu'autrement, tu vas faire un effort, mais tu vas y aller pareil. Parce que ton argent est déjà dépensé. Fait que tu te dis, ben là, il est déjà dépensé, je vais aller à un spectacle que je n'ai pas le goût d'aller, même si je ne fais le pas. Mm-hmm. Par contre, si le billet t'a été donné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te choquer. Oui. Oui. Pourtant, c'est le même spectacle. Oui. C'est le même état d'esprit, puis c'est toute la même affaire. Oui. Mais ce biais psychologique-là qu'on a, ce biais cognitif-là, c'est exactement le biais que tous les journalistes et tous les politiciens qui se sont prononcés en faveur du tramway vivent présentement. Ils ne peuvent plus reculer, ils vont avoir la cave. Ouais, il est là le bug. En fait, ce qu'il doit... En même temps, ils disent, on se fait casser la tête là, depuis des années, c'est un projet régional. Il faut voir grand. là. C'est un projet régional, OK? Là, il y a juste 3 places dans la ville qui en veulent. Mais mais c'est un projet régional ou c'en est pas un? Mais si c'en est un, écoute tout le monde. Non, on n'écoutera pas tout le monde. On va écouter juste les 3 places qui en veulent. Voyons, non, ça ne faisait pas de bout. Là. By the way, j'ai ma passe, là. Et quand tu vas sur gmapasse.org, là, oui, j'ai ma passe. C'est la gang de crinqués qui pompe le tramway depuis tout le temps. Là. C'est un désastre, là. Dans le sens que c'est tout le pompage tramway qu'il y a depuis des années, ça donne ce résultat-là. Ça lève 0, 0, 0, 0. Mais regarde, les rivières, Vanier-les-Rivières, Mario Asselin, qui est un élu, puis il va avoir une belle pension, qui est un gars invisible, complètement invisible. Un ancien directeur d'école complètement invisible. Le gars est capable de... C'est Samuel Poulain de Québec. Ah, c'est l'enfer. Le gars est nulle part. Mais on a réussi à le pogner. Il a donné un petit 19 secondes à TVA sur ce qu'il pense du résultat du sondage. Vous allez comprendre une autre affaire encore. Dans votre circonscription, c'est environ 29 % le taux d'appui, donc on sent que c'est pas très élevé. Là. Oui, mais ils n'ont jamais non plus été très, très élevés dans mon comté. Donc, au-delà des chiffres, ça reste que les gens nous le disent, ils sont pour que les projets continuent. Hein? Donc lui, lui, il trouve, il fouille le monde qu'ils veulent, puis il dit, on dit de continuer. Ouais, mais c'est parce que, mettons, dans la place, il y a 100 000 personnes, sont 1000 qui le veulent. Ouais, mais les 1000 m'ont dit de continuer. Ouais, mais les 99 000, eux autres, ouais, c'est pas grave, on s'occupe pas d'eux autres. Tu sais, sacrement. Mais toute la game démocratique, c'est vraiment... Là, on est comme en train d'ouvrir les lumières sur la game démocratique, qui est une des plus grosses jokes de l'histoire, finalement. Tout est joué par en arrière. Tu vois aussi qu'il y a un grand manque d'imputabilité. Ce type de projet-là, l'argent s'en va direct sur la dette. Ça passe pas par les budgets, puis ça paraît. C'est qu'ils s'en foutent toute la gang. Il y a quelqu'un qui paye à quelque part, puis c'est pas le citoyen d'aujourd'hui, c'est le citoyen de dans 15 ou 20 ans. Oui. Ça, là, c'est vraiment problématique. S'ils devaient faire rentrer le tramway dans leur budget immédiatement, là, avec un amortissement sur 5 ou 6 ans, là, on n'entendrait même pas parler de ces projets-là. Si les villes devaient financer eux-mêmes leurs propres projets en émettant leurs propres obligations pour s'endetter pour ce projet-là, on n'entendrait même pas parler non plus. Ça n'existerait pas, ces projets-là. La seule raison pourquoi ça existe, c'est qu'il y a de l'argent au fédéral, de l'argent qui, by the way, est en train de se faire couper au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Le fédéral n'a plus une scène. Le provincial n'a plus une scène.
regarde, ce que Guilbeault a fait en fin de semaine, d'arriver et de dire là, gérez-vous. Là. Vous voulez qu'on éponge 75% du déficit, mais on n'a pas notre mot à dire dans votre gestion. Puis vous avez une gestion de marde. Grosso modo, c'est ça qu'il a dit aux organismes de transport en commun. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis, ça fonctionne pas, ça. Mais même à ça, regarde le gouvernement présentement dans sa négociation avec le secteur public, c'est pareil. Il essaie de jouer juste sur les trucs qui touchent son budget, puis c'est là-dessus qu'il est stiff. Es-tu d'accord avec moi que l'offre patronale qui est faite aux employés en termes de salaire seulement, si on regarde juste ça, est complètement ridicule? Dans le sens qu'on lui offrait 9, maintenant c'est 10,3 % sur 5 ans. Par rapport à l'inflation qu'il y a eu dans les 2 dernières années, puis l'inflation qu'il pourrait avoir dans les prochaines je comprends même pas pourquoi ils veulent s'entendre sur 5 ans, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Pourquoi on ne gère pas un peu de rétroactif de la dernière année sur le coût de la vie? Pourquoi on ne gère pas la prochaine? Puis on s'en parle dans 1 an. Parce qu'on ne sait pas si on est capable de retomber par un coup de baguette magique à 2 %, mais on les met à 2 %. Mais je veux dire, là, on ne le sait pas. Là. On a un peu de rattrapage. L'année en cours, on la connaît. Mais les 4 prochaines années, on ne le sait pas. C'est-tu 3? C'est-tu 3,5? C'est-tu 2,5? C'est-tu 2? On ne sait pas comment ça va virer, cette affaire-là. Mais une chose est sûre, c'est que si... Moi, je suis d'accord que c'est pas assez élevé parce que là, on ne veut pas que les gens s'appauvrissent, mais on veut que la patente coule. Mais il y a à l'inverse, puis je pense que tu l'as souligné sur Twitter en fin de semaine, sur X, tu as dit, écoute, on est capable de leur donner ce qu'ils veulent, mais en contrepartie, on ne peut pas garder le nombre qu'on a en ce moment. C'est ça qu'il faut retenir aussi, là. Ben exactement. Puis les gros problèmes qu'on a avec la fonction publique, c'est surtout au niveau du fonds de pension puis la dette que ça crée. Mais les gouvernements s'en contrefichent de ce bout-là parce que ça ne rentre pas tant dans leur budget. Eux autres, tout ce qui compte, c'est la masse salariale. Donc, tu es vraiment dans une situation où est-ce que le gouvernement s'en va se pogner de front avec les syndicats, ça va brasser, on va avoir des grèves pour de vrai, nos services aux citoyens vont être dégueulasses pendant des mois de temps à cause de ces grèves-là. Et on va sortir de ça, tout ça pour essayer d'économiser sur le taux horaire des gens, sur le salaire comme tel. Qui va occasionner quoi? Qui va occasionner qu'on va perdre souvent les meilleurs employés qui vont finir par aller travailler au privé. Parce qu'au privé, ils se font augmenter le salaire comme du monde de ce côté-là. Donc, tu vas perdre tes meilleurs employés du gouvernement, tu vas garder tes plus totons. Ça, c'est sûr que tu les gardes. Les mauvais, tu les gardes. Eux autres, ils ne sont pas employables au privé, les mauvais. Fait qu'eux autres, tu vas les garder. Puis tu continues à leur donner des gros fonds de pension qui accumulent de la dette à n'en plus finir. Là, à un moment donné, si tu veux te pogner de front avec les syndicats, peux-tu régler des dossiers importants? Obtiens le droit de congédier des gens pour manque de travail ou incompétence ou n'importe. Obtiens la possibilité de renvoyer 10 % du monde en coupant dans des programmes, en coupant dans des affaires de même. Va chercher cette possibilité-là parce que le gouvernement, présentement, il n'a pas cette possibilité-là. Donc, tu dis, en échange, on donne le coût de la vie, on le donne ce que ça vaut, mais en échange, tu nous donnes la chance d'être un boss pour vrai. Puis le REGOP, il n'y a plus personne au privé ou presque qui a des fonds en prestations déterminées. C'est fini, ce monde-là, dans le secteur privé. Ben, on termine le REGOP également pour les employés de l'État. C'est quoi le REGOP pour les gens? Pour les gens qui... Les retraites. Les retraites à prestations déterminées. Qu'est-ce qui se fait dans le privé en ce moment? Ben, c'est des cotisations déterminées. L'employeur, si tu mets 4 %, il va mettre 4 %. Ça, c'est ce qu'on voit le plus classique. Dans des grandes entreprises, des fois, ça monte un peu. Si tu mets 7 %, ils vont mettre 7 % par exemple. Chez Valero, c'est un super fonds de pension. Si tu mets 9, ils mettent 9. C'est vraiment ça coche chez Valero, par exemple. Le problème, c'est que le gouvernement, présentement, le taux de cotisation est en haut de 10 %. C'est plus élevé que ce qui est fait dans les meilleurs employeurs au Québec, mais c'est à prestation déterminée. Donc, s'il manque de l'argent dans la cagnotte, c'est le gouvernement qu'il faut qu'il renfloue lui-même. Donc, ce fonds de pension-là, il n'existe plus. Tandis que tu dis, c'est que les employés pourraient décider du taux qu'ils mettent, puis ça enlèverait la pression d'être 10 ou plus automatiquement. Exact. Puis en plus de ça, comme les taux d'intérêt ont remonté, le timing est intéressant pour faire des moves de ce genre-là. C'est difficile à faire ces mouvements-là quand les taux d'intérêt sont très bas parce que les évaluations actuarielles font en sorte que ça coûte vraiment cher, les caisses de retraite. Mais là, présentement, avec la remontée des taux d'intérêt, le timing est intéressant pour changer les fonds de pension pour de vrai. Donc, vous voulez, les employés du secteur public, vous voulez avoir des augmentations de salaire qui ressemblent à ce qui se fait dans le privé? Jamais. Arrête, là. Je t'écoute depuis tantôt, je ris là, un peu. Jamais. Tu sais qu'ils n'embarqueront jamais là-dedans. Ils vont prendre le 10 % avant de faire ce que tu dis là. Oui, mais ils vont finir avec des grèves pareilles. Fait que tant qu'à avoir des grèves, faisons-les sur des vrais sujets. Essaye pas de fourrer le monde sur l'inflation à 10 %. Arrive, puis avec un vrai bon projet, puis là, tant qu'à se taper des grèves, c'est nous autres les citoyens qui se tapent ces grèves-là. C'est nous autres qui voient notre qualité de service se détériorer avec la fonction publique.
Fait que tant qu'à détériorer nos services pour de vrai, puis tu veux un affrontement solide avec les syndicats, parce que c'est vers là que tu t'en vas de toute façon, Christy, au moins, il faudrait que ça vaille la peine. Réglons des problèmes à long terme une fois pour toutes. Ouais. Mais tu Je sais sais que ça n'arrivera pas. Le fond de tout ça, tu sais c'est quoi? Pourquoi ça n'arrivera pas? C'est que tous ces programmes-là, toute cette machine-là est là pour créer beaucoup de jobs avec de bonnes conditions. C'est toujours ça. Donc, autant le gouvernement ne le veut pas, puis c'est sûr que les employés, les autres, ils ne veulent pas avoir une nouvelle patente de fonctionner. T'sais, on est dans un mirage là, où on essaie de faire à croire qu'on s'est donné des services, on a engagé du monde pour donner des services. On n'est pas là partout. Là. On a créé des gros hôpitaux avec plein de monde qui donnent pas grand service. On a créé... Beaucoup de services administratifs. Ah ben oui, beaucoup de services. On crée des jobs. Le but, c'est d'avoir quasiment la moitié des jobs du Québec qui sont reliés à ce gros éléphant-là qu'est le gouvernement du Québec, avec des bonnes conditions, des conditions au-dessus de la moyenne du monde, un bon fonds de pension, une sécurité garantie. C'est dans l'ADN du socialisme et du modèle québécois, cette affaire-là. Là. Puis, tu sais, on a sorti des chiffres un matin au niveau fédéral. Jeff, c'est hallucinant. Quand Stephen Harper arrive au pouvoir, il y a à peu près tout près de 300 000 travailleurs dans la fonction publique fédérale. Hein, 289, quelque chose comme ça à peu près. Stephen Harper, année après année, travaille fort pour ramener ce nombre-là à 257 000. Oui. On n'a pas vu ça au provincial. Ça, c'est le point Adonis the Beautiful depuis des années et des années. Le ménage que Harper a fait. Et quand est arrivé Trudeau, qu'est-ce qui est arrivé à Ottawa et à la grandeur du Canada, mais surtout à Ottawa? On est parti de 257 000 à 360 000. Voilà. Écoute, ils ont ajouté 100 000 travailleurs. Mais là, 2015, ça fait pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on avait des crises de passeport en 2015? Non. Est-ce qu'on avait des dossiers d'immigration accumulés sur le bureau et qu'on ne traitait pas? Je veux dire, même les numéros d'assurance sociale, des fois, c'est dur les faire émettre pour les familles qui veulent ouvrir des régimes d'épargne-études, par exemple. Beaucoup d'emplois de gens à la maison depuis la COVID. Voilà, le télétravail. Fort. Le Canada est le pays dans le monde qui a le plus de télétravailleurs. Oui. C'est prouvé. Là. J'ai des statistiques devant moi ici. Là. Donc, c'est une job de rêve. Tu travailles au gouvernement en télétravail. Même si je n'ai pas ma grosse augmentation, ça ne dérange pas. Là. Mais as-tu pensé, nomme-moi une entreprise qui augmente sa force de travail de 40 en l'espace de 8 ans. Parce que c'est ça, passer de 257 000. Et qui est plus mauvaise qu'elle n'a jamais été. Ça n'a pas de maudit bon sens, man. On se fait fourrer, mais hein? Ouais, ben là, tu parles de Justin Trudeau. Moi, j'ai vu dans Le Devoir que c'est le plus grand défenseur de la démocratie qu'on a jamais eu. C'est dans Le Devoir en fin de semaine. Mais ça m'a surpris pareil, Le Devoir. Tu sais, j'aurais compris dans le Globe and Mail, mais dans Le Devoir, Justin Trudeau, le plus grand défenseur de la démocratie. Tabarnache, que c'est ça, cette affaire-là? Mais moi, comment ça coûte 100 000 travailleurs en termes de fonds de pension puis en termes de salaire et tout ça? Des milliards. On n'en a même pas pour notre argent. Non. Nos services, ils se détériorent quand même. Êtes-vous tombé sa tête? Il n'y a pas une entreprise complètement privée. Dysfonctionnelle en ce moment, comme jamais on l'a été. Puis pourtant, on est dans une ère où est-ce que... Puis on s'entend, là, c'est des jobs de col blanc au niveau fédéral. Là. C'est que ça, des affaires de col blanc. On est supposé d'avoir des logiciels dans le cloud qui sont payés par mois, qui sont hyper productifs pour tout le monde, que tout roule dans l'huile. Il n'y a rien qui marche. Plus rien qui marche. Plus rien qui marche. C'est l'enfer. Tous les gains de productivité qu'on fait dans le secteur privé qui nous permettent d'être plus efficaces, d'être meilleurs, de fournir plus de services, de fournir plus de produits avec moins de ressources humaines. Parce que, by the way, on se fait voler beaucoup de travailleurs par la fonction publique dans le privé. Oui. On réussit tout ça, puis tous nos gains de productivité passent en augmentation de taxes puis impôts, puis éventuellement finit dans le trou noir. La machine. La machina. Et une machine qui fait des déficits dans des temps prospères. Oui. Mais on avait oublié ce bout-là. On avait oublié ce bout-là. Podcast de Yann et Frank, disponible sur à peu près toutes les plateformes inimaginables. Et Yann Sénéchal, votre conseiller.net si vous avez besoin. Thank you, Yann. Bonne semaine, mon ami. Yes. On vient avec la boîte à Jerry. Après, Max est à stand-by et Nick également. What's this machine do? Your attention, please. It is time for the music. Thank you. Pirate. Radiopirate.com
Jeff Fillion. Fresh 100%. 100% pirate. Avec la petite neige. Jerry, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Oui. T'as-tu déjà investi, toi, de l'argent dans des compagnies québécoises? Et Chris. Surtout des compagnies québécoises en bourse. Ça m'est arrivé une fois. Oui, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Non, c'est pas vrai. Dans mes blue chips, j'ai Couche-Tard. Oui. Et j'ai Dollarama. Dollarama. OK? Ça, c'est fantastique. Ça, c'est dans mon fonds de pension safe. Mais j'ai déjà un ami, puis j'ai fait promettre, j'ai dit, buddy, fais plus jamais ça. Et il m'a. C'est pas un gros montant, là. Il m'a mis un 2000, 3000 dans une compagnie rêveuse. Puis ça se peut qu'un jour, il y ait quelqu'un qui réussisse à le faire comme du monde. Mais la compagnie québécoise qui avait dit, on va capter le gaz carbonique. Puis on va l'enterrer, je ne sais pas trop quoi. Ouais, mais là, tu sais qu'on va pouvoir les prendre et les investir dans de l'essence, tu sais, la nouvelle, le nouveau pétrole là, qu'on va utiliser, entre autres, à partir de 2026 pour les Formule 1. Là. On appelle ça du e-fuel. Donc, ça, on va pouvoir le faire à partir de toutes sortes d'affaires, du biogaz, et entre autres, ce qu'on va capter comme gaz carbonique. Je dis pas que la patente n'est pas une bonne idée, puis regarde, faites-le au plus sacrant pour nous crisser patience avec le réchauffement climatique. Mais moi, ça, j'étais pas content parce que toutes les startups québécois écrasent en bourse. Et ça, je le savais depuis un bout. Puis jamais j'aurais mis une scène là-dedans. Mais des fois, une petite erreur peut arriver. Mais la beauté, c'est qu'on retient nos leçons, mon ami. Même dans le domaine minier, quand tu vas dans le domaine minier, c'est toujours, il y a toujours une part de risque. Ça, c'est sûr. Il y a eu des grands succès, Osisko, puis il y en a eu des succès, là. Mais une place que le monde se sont fait laver, c'est la fameuse mine Renard. La fameuse mine Renard de Stornoway Diamond. OK, oui. Renard, c'est où? C'est quoi? À peu près 200 km au nord de Chibougamau. On me dit que le diamant... La mine de diamant. Notre chum Joe Hamel est un spécialiste pas mal des mines. Et il nous dit que le diamant, c'est une des plus grosses mardes à pas embarquer dedans. Moi, je te l'ai dit. Je te l'ai dit il y a à peu près un mois. J'ai dit, parce que le marché du diamant, c'est un genre de biorhythme. Hein? Donc, le marché du diamant, présentement, mondialement, il n'est pas bon du tout. C'est vraiment pas des bonnes années dans le diamant. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est quand tu vas te marier, quand tu vas t'acheter une bague, si tu regardes le prix du diamant, puis tu regardes le prix du diamant de synthèse, qui est fait en laboratoire. Puis ça ressemble pas mal. Ils sont pareils. Je pense qu'il n'y a même pas de différence. C'est inimaginable ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Donc, tu vas payer beaucoup, beaucoup moins cher qu'un vrai diamant. On s'entend-tu? Oui. Donc, Stornoway, ils ont fait rêver le montant en 2016 ou dans ce coin-là. Si tu mettais 1000 piastres dans Stornoway, quand ils ont craché en 2019, ça valait, je pense, 55 cents. 1000 piastres tombait à 55 cents. Deux orignales avec un 5 cents. 2 orignales avec un castor. Tu tombes bas, là, pour ton 1000. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 2019? Le gouvernement. Ouais. Donc, oui, c'est ça. Osisko a mis de l'argent. Investissement Québec, je pense qu'ils ont mis 440 millions. Mais là, ils viennent de déclarer faillite là. Ça fait que c'est un premier crash pour les petits investisseurs qui avaient tout perdu. Et là, c'est le gouvernement qui vient de cracher sur une faillite de cette compagnie-là. Donc, je pense qu'il y avait 450, 500 travailleurs qui vont perdre leur job. Ça, c'était dans l'histoire du plan Nord. Tu sais, le fameux plan Nord, là. Le plan Nord, le plan Nord, le plan Nord. C'était un des vaisseaux amiral du plan Nord. Le fameux diamant. Mais ça vient de sauter là. Donc, c'est un désastre, en fait. C'est un désastre financier. Les petits investisseurs se sont fait clencher. Puis après ça, c'est le gouvernement qui s'est fait clencher. Puis les compagnies privées, après ça, qui ont mis de l'argent là-dedans, les autres, ils se font clencher aussi. Oui. Les autres, c'est du privé. Mais je parle du citoyen, là, de monsieur, madame, tout le monde. Là, beaucoup de petits investisseurs se sont fait laver. Et là, le gouvernement vient de perdre beaucoup, beaucoup de sous. Hey, incroyable. Je me suis trompé la semaine passée, Jeff. Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gros noms
dans les résultats financiers à la bourse. Mais Apple, c'est jeudi cette semaine. Je pensais que c'était jeudi la semaine passée. Je me suis trompé. C'est jeudi cette semaine. Donc, le 2 novembre, Apple. Si on regarde les derniers résultats financiers d'Apple, mettons les 3 derniers résultats financiers, tu as eu 2 grosses surprises favorables, puis tu as eu un trimestre défavorable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir jeudi, mais ce soir, ça c'est rare, ça l'arrive, c'est le soir. Ce soir, à 20h, Apple fait une présentation sur Apple TV et Apple.com. Ils vont faire des nouvelles présentations de stock. Donc, on va avoir... Ils veulent nous parler, Apple. Ils veulent nous parler. Ils vont nous présenter les nouveaux iMac. C'est ce soir à 8h. C'est spécial pareil. Mais c'est juste sur le web. Ils n'ont pas le WinSal avec du monde qui vont broyer et qui vont poser des questions. Non. Ils font ça sur le web. À 8h ce soir sur Apple TV, Apple.com. Donc, ils vont présenter le nouveau iMac. Ils vont présenter des accessoires. Il paraît qu'ils vont peut-être avoir des petites surprises à travers ça. Des puces. Ils vont nous expliquer la nouvelle patente. Donc, les résultats. Apple, résultats jeudi, mais présentation aujourd'hui. Et ici, tu me dis, Jerry. Oui, Jerry. Jerry. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry? Si tu es actionnaire d'Apple, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les gardes jusqu'aux earnings de jeudi, aux résultats de jeudi, ou tu t'en vas? Moi, je m'en vais. Si t'étais moi, tu vendrais tout? Ah, moi, je vends puis je m'en vais. Moi, j'achète. Ah oui? Oh oui, moi, je suis tellement... Dis-moi pourquoi. À cause du graphique? Oui, le graphique, la fin, c'est que la moyenne mobile 50 jours est à 176 $. La moyenne mobile 200 jours est à 170 $. Puis le stock présentement est à 168 $. Ben c'est le close de vendredi. Je ne sais pas, l'as-tu live à Apple présentement? Il doit peut-être monter un peu. La bourse aujourd'hui la bourse est verte aujourd'hui, là. OK. Mais la tendance est douteuse. C'est la tendance. Mais moi, si j'étais actionnaire, moi, je partirais. On ne fait pas de recommandations. On ne peut pas en faire. Mais je ne veux pas t'influencer, Jeff. Là. C'est tes affaires. Au pire, allez, je peux racheter. Oh oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que... Je regarde le prix que je vends, puis ça ne veut pas dire que ça monte à 174 demain, que ça ne redescendra pas à 167. Exactement. Mais je suis allé voir un peu, Apple, présentement, il est à 169 présentement. Donc, il est à 169. Il est encore un petit peu en bas de sa moyenne mobile 200 jours. Donc, tu vois qu'il respire, il est correct, mais je pense qu'il y a un support intéressant dans le coin, peut-être de 155 piastres, 150, 155. Je dis ça de même. Feeling de vieux boursicoteur. J'espère me tromper. Moi, je partirais, parce que le marché, présentement, il est énervant. Là. By the way, le Dow Jones a perdu combien depuis... il n'est pas le fun. Là. Ah non, on n'est pas dans une bonne passe. Là. Mais non. Dow Jones, là, on était dans 33 000... Il n'y a pas longtemps, là. Au mois d'octobre. Pas octobre l'année passée, là. Octobre, là. On était dans 33 009. Là, on est à 32 007. Oups, il y a 1 000 de moins, là. Subtilement. Puis ça, je te dis, c'est qu'en ce moment, subtilement, on est comme dans un marché baissier. C'est très subtil, mais tu ne le vois pas aller. Bing, 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 bing. On descend. Ça m'énerve. Il y a quelque chose qui m'énerve. Présentement, le marché m'énerve. En tout cas, ça, c'est... donc, Apple, les résultats. Et ce soir, la fiesta à la TV pour les nouvelles affaires. J'ai mis un tweet, un X. J'ai mis un tweet sur X, sur Jerry Pizza. C'est mon parce que moi, j'ai deux Twitter. J'ai 2 X. Un pour Jerry l'aubergiste, mais c'est pas moi, c'est mon cousin. Il y a Jerry l'aubergiste, mais lui, Jerry l'aubergiste, il parle de vin et de bouffe. Là. Lui, il n'a pas rapport à rien. Lui, c'est un amuseur public. Et tu as Jerry Pizza. Lui, c'est le malcommode qui est avec Jeff Fillion. Et j'ai même...
il y a une vidéo présentement. C'est Bernard Drainville qui a donné une entrevue, parce que Drainville est arrivé. Je crois que c'est vendredi passé. C'est drôle, la CAQ. Ils font beaucoup d'affaires le vendredi, eux autres. Ils sont bizarres, la CAQ, sur des affaires. En tout cas, vendredi, Drainville a annoncé qu'il donnait 30 millions pour contrer la violence à l'école. Un jour, le montant d'argent, telle affaire. Mais l'entrevue de Bernard Drainville pour expliquer son affaire, c'est psychédélique. Ah, j'ai écouté ton affaire matin. Non, Jeff, il n'y a rien à comprendre. Puis même lui, je pense qu'il ne se comprend pas lui-même. Bernard Drainville, là, il est dans une machine. Hein? Lui, il est dans la machine. Il drop des mots, il drop des phrases, il se fait poser des questions. Tu sais, faut voir cette vidéo-là. Tu vois vraiment le politicos pris dans son sable mouvant. Il bouge un peu, puis il cale. Il bouge un peu, puis il cale. À un moment donné, tu le verras plus, là. Drainville, il est dans le sable mouvant. Ça parle de gestionnaire, ça parle d'éducation sexuelle. On va enlever l'éducation sexuelle, on va tasser ça à une autre place. Après ça, on va prendre le cours de culture et de citoyenneté. On va y mettre une patente de vivre ensemble. Toutes des phrases, tu sais, la lutte pour telle affaire. Or, on a une espèce de dossier spécial, mais le dossier, il est administratif. Et là, depuis 2012, il est tabletté. Là, on va donner des cours sur la gestion de la colère. Je te dis, là. Toutes des phrases magiques, là. C'est tous des termes magiques, toutes des buzzwords. Ce vidéo-là, pour moi, il est épique, là. Ça montre un politicos dans le sable mouvant, puis quand il bouge, il cale. Ah ouais. Il n'a aucune idée. Drainville, là, il n'a aucune idée de ce qui se passe dans son ministère. Je te le dis, là. Le gars qui a déjà essayé de me faire croire qu'il était pour le pétrole. Te rappelles-tu de ça? Ben oui. Ça, c'est une entrevue que je n'oublierai jamais. Il se faisait passer pour le défenseur de l'exploration pétrolière au Québec. Puis il me faisait passer pour le gars anti-pétrole pendant l'entrevue. Pour t'en sortir ça, c'était... Non, c'est un des plus gros boss que j'ai jamais vu, là. Le gars, il est prêt à dire n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il s'invente des histoires. Il drop un 30 millions. Tu mets où ton 30 millions? Tu le mets où ton 30 millions dans quoi? C'est quoi? Il le met même pas. Il le met pas. C'est quoi cette histoire-là? Ben non. C'est quoi ces histoires-là? C'est-à-dire, c'est spectaculaire. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui. Ça, j'ai trouvé ça le fun. On s'en va là. C'est le mois du coquelicot en novembre. Oui. Et le coquelicot, il est gratuit. Savais-tu ça? Moi, je ne savais pas qu'il était gratuit. Je savais pas qu'il était gratuit. Non. Si tu en veux un, il t'en donne un. Puis dans l'autre, tu n'as pas d'argent. Pas grand-chose de gratis aujourd'hui. C'est vrai. Un coquelicot, c'est gratuit. Okay. Donc, tu veux en avoir un, il t'en donne un, tout simplement. Mais tu sais que c'est pas gratis. Il y a quelqu'un qui paye pour. Non, c'est ça, je comprends. Mais ces autres, ils en font faire une quantité. Puis, en réalité, le monde donne des sous. Ça veut dire, ils donnent 1 pièce, 2 pièces à la fin. Mais tu sais, aujourd'hui, le monde n'a plus de monnaie. Non. Ils n'ont plus d'argent. Là, il a fallu qu'ils... Puis j'ai trouvé ça le fun. Parce que les autres, ils ont fait affaire avec la banque HSBC. Et là, ils ont parti. L'année passée, il y en avait un petit peu. Mais là, cette année, il y a beaucoup, beaucoup de places où ils vont vendre le coquelicot, où ce qu'il va avoir une genre de petite boîte. Non, arrête, là. Hein? Ben non. De quoi? Ben non. Ça se peut pas, là. Ben, une boîte pour payer avec ta carte? Ben non. Non, c'était possible. Les autobus, ils disent que c'était possible. Le métro, ils disent que c'était possible. Non, c'est vrai que les autres, c'est possible pour eux autres. Tu me dis que la gang qui vend le coquelicot, sont capables de faire ça de même. Ils vont avoir une boîte. Mais la gang du STM, il faut qu'ils payent des dizaines et des dizaines de millions pour un projet qui finit plus de finir, puis qui va leur coûter des centaines de millions dans le futur en redevance, mais que la gang qui vend des coquelicots, on réglait ça de même? Oui. Wow. Il va avoir... Sa boîte, il y a 3 coquelicots.
Il y en a un qui est marqué coquelicot 1 pièce. Coquelicot, je pense, 5 piastres, puis l'autre coquelicot 10 piastres. Avec ta carte arrive ou ton téléphone, c'est bip, t'as coquelicot 1 pièce. Que tu payes comme ça, là, avec ta carte de débit, carte de crédit ou sur ton téléphone. Hey, engager la gang du coquelicot STM pour le métro et les autobus. Voyons donc. Oui, c'est ça l'affaire. Crif. Christophe. Quelque chose de assez basique de payer avec son téléphone ou sa carte, toi. Colin. Ben oui, mais les autres sont obligés de s'adapter à ça. L'année passée, ils ont commencé. Cette année, ils poussent la machine encore plus. Écoute, c'est pas... mais plus ça va aller, plus que des boîtes. Dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, là, partout, tu vas pouvoir acheter des coquelicots. Partout, tu vas pouvoir payer avec ta carte. Mais là, ils sont dans un procédé, mais quand même, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça vraiment bon. le fun. Très bon. Il faut que je te parle de ça. Moi, si... Ça, là, moi, je peux pas supporter ça. Si tu vas... Moi, je vais en vacances. La base de mes vacances, c'est quoi? Chérie, on va en vacances. Oh oui, OK. Où est-ce qu'on va? Attends un peu, il faut que je vérifie quelque chose. Est-ce que la place où je vais, il y a du Airbnb? Si oui, je vais en vacances. Sinon, je ne vais pas en vacances là. Moi, j'adore Airbnb. J'adore le principe. Là, l'affaire, c'est que à Marseille, en France, à Marseille, il y a du Airbnb. Mais là, il y a un problème majeur. Majeur. Les têtes brûlées, c'est qu'est-ce qu'ils font à Marseille? Ceux qui détestent Airbnb. Ils appellent ça, c'est des gens de commando anti-Airbnb. Ah. Ils vont défoncer parce que souvent, Airbnb, quand tu arrives, le propriétaire, il n'est pas là. Mais il y a une petite boîte. La petite boîte, il y a un code dessus. Toi, tu connais le code, tu ouvres la petite boîte, tu ramasses ta clé, tu rentres dans la bâtisse, tu prends possession de ton appartement. Puis là, le propriétaire t'envoie un petit message, il dit « Est-ce que tout est correct? » « Oh oui, parfait, merci. Puis on est là pour 1 semaine, c'est super le fun. » Eux autres, ils défoncent les boîtes puis ils volent les clés. Donc, à Marseille, présentement, il y a plein de touristes, plein de monde qui sont de passage à Marseille, qui arrivent pour ramasser le clé, la boîte est défoncée. Le monde est-tu dégueulasse, pareil? Hein? Dégueulasse. Donc, si tu es une place qui déteste Airbnb, moi, c'est sûr que je ne vais pas en vacances chez vous. Là. Sûr. Le Québec est beaucoup ça, là. Oui. C'est une des places. Le plus drôle, c'est que tous les Québécois, incluant les fonctionnaires et les politicos, ils adorent utiliser Airbnb, mais c'est la gang qui ne veulent pas avoir de Airbnb ici. Ils font tout pour qu'il n'y en ait. Règlement par règlement, à s'inscrire à ci qui va faire que ça va coûter telle affaire, puis telle chose. Finalement, ça décourage un propriétaire sur 2 de faire du Airbnb. Puis ça fait que le monde entier va être Airbnb. Et les gens, tu as raison, les gens vont aller dans les places où c'est simple de voyager, où il y a une énorme compétition entre les teneurs de Airbnb. Puis quand il y a beaucoup de volume, les prix sont bons. Les prix sont bons. Et les gens vont choisir ça en premier. Donc, tous ceux qui résistent, comme c'est le cas avec la gang de politicos ici, ben, ils vont payer le prix puis on va devenir une des places les moins visitées parce qu'il n'y aura pas de Airbnb disponible. Très simple à comprendre. Une dernière pour finir pour la route? Une dernière. C'est une réflexion comme ça. C'est une réflexion de... J'ai une pensée pour les jeunes hommes. C'est ceux qui ont 25, 30 ans. Les gars, je parle. Les gars, là. Okay. Parce que je m'imagine... Moi, j'ai connu ma femme, j'avais 20 ans. T'sais. J'ai eu cette chance-là de la connaître. Moi, j'ai connu ma femme, j'avais 27, 28 ans. 27, mais j'ai commencé à me redresser les oreilles à 33 ans pour qu'elle me trouve... fréquentable. C'est ça, c'est le bon terme. Et c'est ça. Mais si j'étais dans l'époque d'aujourd'hui, comment tu fais pour trouver une femme équilibrée? Beaucoup de madames complètement disjonctées avec l'anxiété climatique. Ouais, voilà. Je lis un article comme ça, puis c'est intéressant. Puis c'est 2 jeunes filles, 2 jeunes femmes, 25-30 ans à peu près, grosso modo. Puis eux autres, ils ont écrit un livre ensemble là, sur comment vivre sur une planète. Puis là, toutes les histoires ça, c'est la crinquée de 24 heures. Camille Dauphinet-Pelletier
Puis Elisabeth Ménard. Ah, Elisabeth Ménard, c'est épouvantable. Ah oui, c'est ça. Elisabeth Ménard, je veux dire... non, tu peux pas... d'un restaurant, d'une table à côté, tu changes de restaurant. Mais moi, c'est pas le livre qui m'intéressait. C'est pas les affaires. Puis moi, je me disais, tabarouette. C'est notre jeunesse, ça. Moi, là, c'est les années où tu as peur de rien. Ça, c'est notre jeunesse. Là. C'est là que tu pars tes business. C'est là que tu as peur de rien. En vieillissant, les gens ont peur. Tu as vu comment est-ce que... Là, toi, tu veux bâtir quelque chose dans la vie. Là, le gars... Je parle d'un gars de 30 ans parce que mon fils a 30 ans. Et il est célibataire. Il a eu des blondes, là. C'est-à-dire, il a eu des blondes. À un moment donné, c'est-à-dire, je prends une bière avec lui, telle affaire, puis là, il dit, je parle avec lui, tu sais, puis le blondinette, puis telle affaire, puis, tu sais, un père qui parle avec son fils. Là. Lui, il dit, j'aime mieux être seul. J'aime mieux être dans mes affaires. Pourquoi? Il dit, j'ai mon cercle d'amis, puis je suis bien de même. Ça m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que c'est fiston, là. T'sais, moi, à un moment donné, je dis, il va arriver à la maison, il va me présenter un samedi soir, je suis avec... Non. Alors, toutes les filles qui rencontrent après un souper, un cinéma, une bière. Ça, se sont rencontrés, ils ont fait des guilis, ça va bien. Ils se sont rencontrés une deuxième fois. Là tu dis, c'est le fun. T'sais. À un moment donné, c'est plus le fun. La troisième, tu te rends compte que tu as affaire à une crise de folle. C'est terminé. C'est juste des affaires de grénitude, de mangeage de bibites, Mais ils sont où, les filles? Les filles comme... Il y a un gars qui me faisait une farce à un moment donné et me dit, Jeff... Moi, j'en ai deux, pas de même. Moi, j'ai des filles qui aiment le country. Hey boy! J'ai des filles qui aiment... J'ai des filles qui ont zéro peur du changement climatique. En fait, c'est un sujet qu'on n'a pas dans la maison. Mais sont où, ces filles-là? Ben, elles sont chez nous, là. Moi, j'en ai deux chez nous. Oui, mais ils aiment Taylor Swift. Il y en a une des deux qui aime Taylor Swift. Oui. Mais elle est capable de faire la part des choses. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, elle est capable. Il y a un bout qu'elle aime, l'autre bout, elle sait, là, qu'elle est un peu chouchoune. Là. Mais elle vit avec. Là. C'est parce que c'est sa chanteuse depuis qu'elle a l'âge de 9-10 ans. Là, tu comprends? Donc, c'est très profond. Mais pour le reste, oublie ça. Là. Mais nous autres, comme tu as dit tantôt, on se met à 25-30 ans présentement. Là. Toi, moi, Mr. White, nos collaborateurs là, qu'on connaît, là. Nous autres, là, on se met à 25-30 ans, on est dans le trouble. Là. Moi, si j'ai 25-30 ans, excusez, je suis en train de manger de quoi? Si j'ai 25-30 ans aujourd'hui, d'après moi, je suis dans un monsieur, là. OK, t'as changé? Oui, j'ai changé de sexe. OK. Attends un peu, là. Je suis homosexuel. Si t'as 25-30 ans, OK, écoute bien, tu me dis, il y a 25 filles qui ont de l'allure, des belles filles. Mais c'est sûr que physiquement, j'ai une attirance plus vers les filles, clair. Mais c'est à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est de l'anxiété climatique puis des patentes de même, ça fait à pu finir. Voyons, on ne peut pas endurer ça, moi, là. C'est peut-être nous autres, en vieillissant, qui est plus capable d'être tolérants envers ça, mais il me semble que même à 30 ans, j'étais de même. Tu peux pas être avec quelqu'un, c'est lourd, ça a peur, ça juge le monde qui a un pick-up, ça juge le monde qui... La première fois qu'ils font « je vais en Grèce cet été! » Oui, mais tu viens de dire là. Je vais en Grèce cet été. Tu viens de me dire, ça fait 1 an que tu me casses les oreilles. L'autre, il a acheté un steak. Tu as quasiment fait une folie dans... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu peux pas être jamais devant les cocombes à savoir qu'est-ce que je fais, là. Est-ce que je prends des cocombes emballées du Québec? Ou des cocombes... Ou des cocombes pas emballées du Mexique. Puis là, t'es là pendant 3 quarts d'heure, puis il faut que tu ailles te chercher, puis tu raisonnes. Tu dis... Chérie, faut que tu t'achètes des cocombes. Ouais, je sais plus quoi faire. Ils ont plein de plastique. Ceux qui sont des achats locaux sont bourrés de plastique. Ben oui, mais là, prends ceux du Mexique, calice. On peut-tu l'écouter? On l'a-tu? Ben oui. Arrête donc. Juste en bas du bleu. T'es-tu sérieux? On l'a pour vrai? Je pensais pas que ça existait encore. Vive le cloud! Oui, moi, j'ai carrément fait une dépression là-dessus. J'avais pris une pause de l'école, puis ça m'a donné beaucoup de temps pour écouter des documentaires. Je me rappelle de moi à l'épicerie, devant les concombres. Puis là, j'avais le choix entre un concombre local emballé
ou un concombre du Mexique déballé. Puis là, j'ai vraiment fait comme, mais il n'y a pas de possibilité. Je me suis sentie tout d'un coup coincée là, puis je me suis désorganisée dans l'allée des légumes. Mon chum était découragé. Mais bon, c'est ça. Ça a été un travail d'accepter aussi que moi, je me sente comme ça, puis que je suis pas folle. Peut-être que l'éco-anxiété, à un moment donné, c'est comme une perte d'équilibre, à un moment donné, quand on fonctionne plus. Mais c'est ça. Il y a une légitimité. Ouais, on va tout de suite régler de quoi, là? T'es folle. Oui. OK? Premièrement, t'es folle. Même ton chum, Deuxièmement, ton chum, là, c'est sûr que tu l'as plus, là. Non. Si tu l'as encore, ce gars-là, il est sur le bord de se pendre. Non, elle vit qu'un cocon, ma star. C'est sûr. Elle s'arrange avec un cocon. Oui, c'est ça. Oui. Du Mexique. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Regarde, quelle époque pareille. Regarde. En tout cas, les gars de 25-30, je vous plains. Moi, il m'a dit de quoi en fin de semaine? Tu sais que ma fille est revenue de Moncton. Ouf! Et donc, mon autre fille avait des gros examens en fin de semaine à l'université, puis on a eu des soupers, le fun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé les 4. Mes filles, c'est des pirates, là. Je les ai pas élevées de même. Je peux vous garantir une affaire, j'ai rien fait. Moi, j'ai toujours dit, garde, laisse aller, ils vont aller ce qu'ils sont, puis il faut qu'ils suivent leur chemin, eux autres, comme moi j'ai fait. Moi, je suis complètement... Moi, j'ai pas rapport avec ma famille, là, dans le sens que moi, je suis zéro comme le reste de ma famille. Là. Donc, moi, je voulais pas influencer mes filles, je voulais qu'ils trouvent leur chemin elles-mêmes. Mais là, c'est des adultes aujourd'hui. Et je les écoute. Ils peuvent même pas avoir un podcast. OK, c'est trop raide. Oublie ça. OK, c'est raide, OK. Oublie ça, ils peuvent pas avoir un podcast. Non, ils nous mettent... On perd la maison. On perd la maison s'il y a un podcast. Il y a des huissiers dans la porte. On revient dans un instant avec Nick Gagnon, dans un instant ici même sur Radio Pirate Live. Et on a Max Truman après. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Making history again. 30 ans, célibataire, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne. 30 ans. Des contribuables. Beau bonhomme en plus. Donc, oui. Beau bonhomme en plus. Oh, merci. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Économe. Oui, économe. Ben oui, mais ça, pas le jouer. Contribuable.ca pour voir comment Nicolas qui s'occupe de la... T'es-tu en charge du Québec ou t'as plus que le Québec? Là, je suis en charge du Québec et aussi des affaires fédérales francophones. Donc, Okay. je couvre les deux paliers. OK, parfait. Écoute bien, oui, vas-y. C'est pour faire suite à ton autre segment, je ne suis pas éco-anxieux, je suis écono-anxieux. Ma seule anxiété, c'est par rapport à l'état de l'économie présentement. Fait que oui. Christophe. Quelle époque, hein? Pour être écono-anxieux. Mettons que j'aurais préféré une autre époque. Mettons les années 80, c'était un autre type de crise, mais c'était annonciateur vers une meilleure période de prospérité que qu'est-ce qu'on a présentement. Ça va pas en s'améliorant. Puis, je pense qu'on va regarder ça dans les différents sujets que j'ai traités aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles là, qui s'en viennent cet automne, tant au niveau provincial, municipal que fédéral. Notre chum Carlos de Punisher l'avait écrit dans un channel qu'on a ensemble en écoutant du sport. Puis je l'ai vu pendant le match, je pense que j'écoutais San Francisco, ou non, j'écoutais les Chiefs se faire battre par les pauvres Broncos. Puis j'ai vu l'annonce de Chili's, la chaîne qui offre une chaîne familiale. Le gros burger bourré de frites, des patentes là, pour faire des fajitas à côté, une liqueur à volonté, puis 10,99. Tu vois cette annonce-là à tout bout de champ, tu te dis, mais comment ils font? Puis j'imagine que peut-être que c'est un loss leader, je ne sais pas, mais il n'y a pas un restaurateur qui peut offrir ça au Québec, là. C'est impossible. Ils vont fermer les portes. Ils vont carrément fermer les portes s'ils font un spécial de même. Donc, on dit que l'inflation, ça a été mondial, mais on n'a pas d'idée comment le Québec, on est en train d'en manger une sincère. C'est surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on a peu de revenus qui nous restent une fois qu'on a payé nos impôts. On avait déjà des prix qui étaient exorbitants par rapport à nos salaires et à nos compétiteurs directs alentour de nous. Donc, on a dealé avec tout ça. Puis là, tu prends ce qui était déjà haut, plus haut que tout le monde. Puis là, tu le jumpes encore plus que tout le monde alentour de nous autres. C'est une recette pour le désastre, là.
Oui, absolument. Puis surtout que, tu sais, l'inflation alimentaire, quand tu compares le Canada avec les États-Unis, c'est 2 fois pire ici dans les derniers trimestres. En fait, c'est carrément ça. L'inflation alimentaire, je pense aux alentours du 9-10 aux États-Unis. C'est 9-10 au Canada versus environ 4 à 5 aux États-Unis. Puis c'est essentiellement parce qu'on a plus de taxes qu'ailleurs. Puis oui, quand tu regardes, par exemple, le prix de la nourriture présentement, là, va dans un fast-food. Même les fast-food au Québec sont de moins en moins accessibles. Les McDonald's, je veux dire, les petites familles qui ont déjà peu de revenus, qui ont déjà pas les capacités d'aller dans les restaurants de plus grosses chaînes, ont la difficulté à payer des trios Big Mac tellement le prix augmente de manière exponentielle. Puis, tu sais, mettons qu'on va dans la restauration plus où est-ce qu'on a de l'alcool, etc. Ben, il y a une chose qu'on vient d'apprendre récemment à la FCC, c'est que les taxes sur l'alcool au fédéral, ben, elles vont augmenter. Ça a un impact justement sur les prix, sur la restauration. Parce que, comme vous le savez, il y a des fameuses taxes sur l'alcool au niveau des taxes d'assises qui s'appliquent sur le vin, la bière et les spiritueux. Et en passant, là, déjà, une bonne partie de ces alcools-là sont composés de taxes. En fait, si tu regardes le prix de la bière, c'est pas loin de 50 du prix qui c'est des taxes. Quand tu regardes le prix quand tu regardes le prix du vin, c'est près 75 du prix des spiritueux, que c'est carrément des taxes. Mais malgré tout, à chaque année, chaque 1er avril, on augmente les taxes en fonction de l'inflation observée l'année précédente. Et là, cette année, encore une fois, ben, on va augmenter de 4,7 donc en fonction de ce qui a été observé présentement dans l'inflation canadienne. Oui, mais Nick, là, on n'est plus capable. Ils peuvent. C'est une par jour. C'est sans arrêt. Il faut que ça finisse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui dise on met un stop à toutes les hausses pour l'instant. On donne un break. Ça va mal finir. Absolument. Mais juste pour donner une idée en termes de chiffres, le Restaurant Canada, l'année passée, quand c'était une augmentation de 6,8 ils ont calculé ça, c'était pas loin de 750 millions de dollars que ça allait coûter à l'ensemble de la restauration canadienne. Juste une augmentation des taxes sur l'alcool. On parlait de 6,8 à l'époque. Finalement, le gouvernement Trudeau s'est rendu compte que c'est un petit peu exagéré. Au dernier budget, ils l'ont plafonné à 2 Mais là, c'est comme un genre de cadeau. On va l'augmenter, mais pas trop. Alors que ça a quand même augmenté de pas loin de 125 millions le coût pour les restaurants pour être en mesure de vendre de l'alcool puis de continuer à opérer. Puis ça veut pas, ça a provoqué de plus en plus de faillites. On le voit présentement au Canada, surtout au Québec, où est-ce qu'on est les champions des faillites en termes d'entreprise. C'est ici que les restaurants sont les plus affectés. C'est eux qui étaient le plus affectés durant la pandémie. C'est eux qui sont plus affectés par les pénuries de main-d'œuvre présentement. Et c'est eux qui ont le plus de taxes sur le dos en plus. Donc là, on vient d'apprendre que le gouvernement fédéral, il a décidé de revenir à la charge. Il avait donné 2 d'augmentation l'année passée comme un cadeau. Là, on s'en va vers une augmentation de 4,7 Ça revient tout au plus environ 400 millions de dollars que ça va coûter au cours de l'année prochaine pour l'ensemble de la restauration canadienne, juste parce que le gouvernement fédéral s'est dit... 400 millions de dollars, là. 400 millions de dollars, ils vont brûler ça en 15 minutes, là. Oui. Ben oui, puis quand on regarde un peu ce que ça représente par restaurant, c'est environ du 15 000 à 20 000 par restaurant que ça va leur coûter en charges supplémentaires pour passer au travers de l'année. Donc recharger aux clients. Exact. Oui. Dans 5 ans, il ne restera plus un Christophe de restaurant de bout. Checkez bien ça, là. Il va y avoir un effondrement du système de la restauration. C'est sur le bord d'arriver, là. Ben, c'est sûr. Puis on s'entend que c'est pas la seule contrainte. Là, on parle des taxes sur l'alcool, puis je veux dire, c'est déjà complètement ridicule, vu qu'on en paie déjà tellement de taxes, mais en plus, elles sont indexées en fonction de l'inflation qui, elle, reste élevée parce que notre gouvernement, il n'arrête pas de dépenser, puis il maintient la masse monétaire en circulation très élevée. Fait que ça fait en sorte que tant aussi longtemps que l'inflation est élevée, les taxes vont être élevées et ainsi de suite. Fait qu'il y a comme... Tu sais, déjà que l'inflation est une des pires formes de taxes, ben là, les restaurateurs, comme l'ensemble des contribuables, sont mangés des deux côtés. Tu as les taxes du gouvernement, puis tu as l'effet inflationniste qui les prend de l'autre côté. Puis oui, ça va juste provoquer davantage de faillites. Puis ça m'emmène peut-être au deuxième point, parce qu'il n'y a pas juste les taxes sur l'alcool qui sont amenées à augmenter, il y a aussi les taxes sur le carbone qui, à chaque année, augmentent le 1er avril. Mais mon point là-dessus, c'est que depuis plusieurs années, le gouvernement Trudeau a répété à tout le monde que la taxe carbone, inquiétez-vous pas, c'est à coût nul. Ça ne vous coûte rien, les gens, les familles, parce que vous avez un crédit compensatoire, vous avez des rebates ou des rabais qui font en sorte que finalement, même si vous payez une taxe sur le carbone, ça vous revient moins cher en bout de ligne.
ou ça vient après un coup nul. Sauf que la semaine dernière, ils ont décidé de finalement faire non, OK, ben on réalise que le coût de la vie est trop élevé présentement, fait qu'on va donner un congé de taxe carbone pour les provinces de l'Atlantique pour les 3 prochaines années sur tout le chauffage résidentiel qui dépend en bonne partie du mazout. Donc, ils ont comme reconnu finalement que malgré toute leur niaiserie de crédit compensatoire, la taxe carbone faisait juste augmenter le coût de la vie, mais ils ont décidé de donner un congé de la taxe juste aux provinces de l'Atlantique, pas aux provinces de l'Ouest, c'est-à-dire toutes celles qui payent effectivement plus cher en taxe carbone. Puis le Québec, encore une fois, bon, on est épargné par cette exemption-là parce qu'on est chanceux, on a notre propre taxe carbone. Oui, on est tellement chanceux. Donc, tout ce que le fédéral fait, c'est ça, on la conserve, donc on n'est pas exempté. La nôtre, nous autres, ils nous donnent jamais de nanane en passant. Là. D'aucune manière. Puis juste pour aller plus loin, en fait, il y a aussi un projet de loi en ce moment qui passe au Sénat, qui va être voté demain. C'est la loi C-234. Et ça vise à donner une exemption aux fermiers et aux agriculteurs sur la taxe carbone parce que, veulent pas, ils utilisent beaucoup de propane puis de gaz pour leur grange puis pour faire sécher les céréales. Et veulent pas, ça a un coût extrêmement important pour leur production, là. Et le gouvernement Trudeau a réalisé que, il fallait peut-être donner une exemption aux agriculteurs et ça va faire en sorte que les fermiers canadiens vont pas payer de taxe carbone sur leur chauffage puis sur leurs opérations. Mais devinez quelle province va être exemptée de cette exemption-là? C'est encore une fois le Québec. Ah ben oui. Le Québec va être probablement la seule place où est-ce que les fermiers et les agriculteurs québécois vont devoir payer la taxe carbone pour la simple et unique raison qu'on a notre propre taxe carbone québécoise. Et l'année dernière, comme c'était pas assez, les acéricoles, puis en fait, les différentes associations de fermiers et d'agriculteurs du Québec ont été voir le gouvernement Legault qui ont dit, écoute, on peut-tu avoir une exemption sur les taxes carbone? Ils ont eu un gros nom assez définitif. Puis ça, je parle de 2022, donc on a hâte de voir s'il va y avoir un retour à la charge pour 2020, pour le prochain budget. Mais je ne mettrai pas d'attente à ce niveau-là. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on va se ramasser avec pour une première fois, nos agriculteurs puis nos fermiers vont être dans une situation complètement inégale par rapport à tout le reste du pays. Puis ça, c'est la taxe carbone québécoise qu'il va falloir remercier. Mais moi, je comprends pas que... nous autres, on le voit. Le monde ordinaire le voit. Le politique ne voit pas ça. Les médias ne voient pas ça. Moi, je pense qu'on est sur le bord de flipper en bas, là. On marche sur un fil de fer, on marche sur le bord d'une montagne. On est en train de marcher de manière très dangereuse, puis de continuer de taxer, puis il y a des taxes demandées à tous les jours en passant. À tous les jours, il y a toujours des taxes demandées partout. Parce que il ne faut pas oublier une chose. Il y a l'incapacité de payer au fait qu'à un moment donné, tu vas te ramasser dans une place pour aller chercher de la bouffe gratis. Mais il y a aussi le sens que moi, je sens et que je dis très souvent. L'esclavage. C'est très démotivant pour une société de voir que finalement, plus tu travailles et plus tu es pauvre. Plus tu gagnes, plus tu es pauvre. À un moment donné, tu arrives à un point de non-retour où tu dis, OK, là, j'ai compris à patente, je laque. Donc, démotivation. Tu débarques de l'histoire parce que ça ne te donne plus rien. Tu es là, tu travailles, mais plus tu travailles, plus tu en donnes, plus ils profitent de toi, moins tu en as. Ça peut pas tenir, ça. C'est pas ça le but d'être un citoyen dans un pays ou une province, de travailler puis de tout donner à l'État. C'est pas ça la patente. C'est qu'il faut que nous, au départ, on soit bien. Si eux veulent récolter un peu, il faut qu'on soit bien. Totalement d'accord avec toi là-dessus. Puis je pense que le renversement se fait avec la réalisation de l'actuelle génération. Tu sais, on parlait tantôt des fameux 25-30 ans. Mais c'est ceux qui sont en train de réaliser à grandeur du Canada que les chances qu'ils deviennent un jour propriétaires dans l'état de l'économie présentement sont quasiment nulles. Puis ça, c'est des sondages qui ont été faits à la grandeur du pays là, pas plus tard que cet été, où est-ce que pas loin de 60% des jeunes d'à peu près 25, 30 ans, terrible, 40 ans ont complètement abandonné le rêve de devenir propriétaire. C'est très grave, parce que c'est pas comme si on était dans un endroit où est-ce qu'on manquait d'espace vital, ou habitable, ou est-ce qu'on manquait de ressources naturelles, ou qu'on manquait de potentiel économique. Il n'y a pas de guerre ou rien, là. On est un pays du G7 où est-ce qu'il est supposé faire bon vivre, et malgré tout, tu as une génération complète qui a abandonné un des plus importants rêves en Occident, mais
De l'autre côté, il y a un point que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est l'aspect où est-ce que le renversement ne va pas nécessairement se faire avec, comment dire, un élément plus cataclysmique, mais dans le sens où est-ce que le renversement qui se prépare présentement, c'est au niveau politique. Parce que, veut pas, comme je disais tantôt, Trudeau, il est comme en train d'avouer à mi-mot que finalement, la fameuse taxe sur le carbone, ça augmente le coût de la vie. Il est rendu à donner des exemptions à des provinces face à d'autres parce qu'il est plus capable de gérer et l'augmentation du coût de la vie qui en résulte. De l'autre côté, tu as aussi au niveau municipal, tu as les Valérie Plante de ce monde. Oui, parle-moi donc de Montréal un peu. Là. Oui. Je regardais les projections, entre autres, certains secteurs de Montréal. Ville d'Anjou, qui n'est pas un secteur très, très riche. Ville d'Anjou, dans l'Est, on parle d'une augmentation qui est aux alentours de 15 du compte de taxes. Je rêve-tu? Oui, c'est exactement ça. Puis je pense que ça va être à peu près la moyenne pour l'ensemble des agglomérations. Je n'ai pas encore vu tous les chiffres, mais oui, on s'enligne vers ça. Puis même que la mairesse, elle a carrément dit qu'elle refusait de s'engager à ne pas augmenter les taxes sur les propriétés ou sur les taxes sur l'habitation en bas du niveau d'inflation. Donc, carrément pour dire que attendez-vous à ce que ce soit à un niveau égal ou supérieur. Puis, par-dessus le marché, mais non seulement il y a cette réalisation que on va encore avoir des augmentations de taxes à Montréal pour des services qui sont de plus en plus à décrépitude, des infrastructures qui sont encore remplies de cônes oranges à grandeur, mais par-dessus le marché, on a aussi l'aspect où est-ce que la ville elle-même reconnaît qu'ils n'ont plus les moyens d'engager autant de personnel. Ils sont en mode compression budgétaire à la ville de Montréal. Ça, c'est quelque chose que pas grand monde pensait que ça allait arriver. En fait, tout le monde savait que ça allait arriver, mais l'administration Plante ne savait pas qu'elle allait se rendre là un jour. Depuis 2017, ça dépense. En 2017 et 2023, juste pour donner une idée, le budget de la ville de Montréal a augmenté de 1,3 milliard. C'est assez important, mais pas juste ça. Le nombre d'employés de la ville a augmenté de pas loin de 21 Il y a 6 à 7 000 fonctionnaires de plus à Montréal depuis que Valérie Plante est là. Pas de sens. Puis là, puis là, ils sont arrivés devant la réalisation que, écoute, ça coûte trop cher à administrer, puis ça se peut qu'on arrive à un niveau où est-ce que la dette est à la même place que le budget. C'est-à-dire que la dette de Montréal est quasiment aussi importante là, que le budget de la ville. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'avoir de la marge supplémentaire. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils font des compressions. Là, il y a 400 postes qui vont rester vacants pour l'année prochaine. Puis essayer de trouver des économies ailleurs. 400 postes vacants, puis la ville va fonctionner encore. Imagine-toi combien il y a de monde là-dedans. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils disent que c'est 400 postes, mais ça touchera aucun poste opérationnel. Fait que là, t'es comme, OK, mais ils vont aller chercher ça où? C'est comme des adjoints administratifs qui vont couper ou qui vont laisser vacants, parce qu'honnêtement, à part de ça, la ville est juste posée à avoir des éboueurs, des policiers. Ça va être des lifeguards, des patentes de même, là. Fort possiblement, mais ça reste que la ville continue à penser à la taxe kilométrique, à la taxe sur l'eau, à la taxe sur les piscines. Ils pensent encore à tout ça. Puis de l'autre côté, ils disent qu'il faut qu'on fasse des compressions budgétaires, mais ils viennent de sortir 92 millions de dollars pour réaménager la voie Camillien-Hood puis la rendre piétonne à 100 ils cherchent 115 millions d'un bord, mais ils dépensent 92 millions de l'autre pour des niaiseries que personne n'a demandé. C'est pas des niaiseries. C'est pas des niaiseries, c'est des statements idéologiques très, très forts. Guerre à l'auto et obsession climatique et toute la patente qui va avec, là. Oui, puis je sais pas si tu es déjà allé sur le parc Jean-Drapeau à Montréal, si ça dit quelque chose, là, mais c'est un parc qui est assez vert, où est-ce que tu as, entre autres, la ronde et tout ça, mais ils ont décidé de mettre, il y a un projet de 1 milliard de dollars sur 10 ans dans laquelle la ville de Montréal s'est engagée. En 2021, quand on parlait de crise du logement, quand Montréal parlait de crise du logement, en bonne partie créée par le contexte qu'eux-mêmes mettent en place, il est en train de dépenser pas loin de 350 millions, dont pour une enveloppe de 1 milliard pour enverdir un parc qui est déjà vert. C'est ça, Montréal, présentement. Puis là, il arrive à cette réalisation où est-ce que dans 15 jours, ils vont déposer un budget, puis ils n'auront pas le choix d'annoncer soit des augmentations de taxes qui dépassent ce qui a déjà été vu à Montréal, ou sinon, ils vont faire les compressions qui auraient dû être faites depuis le début. Mais honnêtement, j'aurais pas le choix de vous dire là, que ça risque d'être pas mal dans l'option A qui risque de sortir le plus. Je m'attends pas à un réveil à la ville de Montréal, mais par exemple, les Montréalais, eux, commencent à se réveiller. Je sais pas, vous avez vu les manifestations qu'il y a eu dans certains quartiers comme Saint-Michel, où les gens ils sont écœurés parce que leur place de stationnement a été remplacée par des pistes cyclables. Éventuellement, cette réalisation-là va finir par être généralisée. Là, Valérie Plante va être devant le choix, soit de rester ou de quitter, puis on espère qu'elle va prendre la bonne décision. Tu parles de Saint-Michel, Villeray. Tantôt, Jeff, tu parlais d'Anjou à 15,3 % d'augmentation de taxes. Ah oui. Eux autres, à Villeray, ils vont avoir 10,4 %. À Pierrefonds, 12 %. Montréal-Nord, 10,4 %. C'est un désastre, là. Ah oui, c'est un désastre. Imagine-toi, le parc Jean-Drapeau, c'est quoi? Combien tu me disais? 1 milliard?
Oui, ben, dont une enveloppe de. Ben, c'est 1 milliard qui prend l'argent du gouvernement québécois et de Montréal, essentiellement mettre 340 millions sur le 1 milliard, mais quand même. Ils vont faire quoi avec ça? Enverdir le parc, mettre des places de stationnement de plus, puis, mettre des places de stationnement de moins, plutôt, puis avoir plus de connexions avec des autobus qui vont passer dans la région. Mais 1000 millions de dollars. Exact. 1000 millions. Pour une île, oubliez pas, là, pour une île qui, aujourd'hui, ne pourrait jamais voir le jour. Là. C'est une île qui a été bâtie par l'homme avec le remplissage du métro de Montréal. N'oubliez pas ça. L'île Sainte-Hélène, tout ce coin-là, bourré de remplissage dans le coin-là. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Donc, j'ai de la misère à comprendre leur thinking là-dedans, mais c'est 1000 millions de dollars pour enverdir un parc. Ah non, on est mené par des sautés. Là. On est mené par des sautés. C'est carrément du monde enfermé. Là. Oui, puis écoute, c'est annoncé en 2021. Je pourrais sortir l'article là, si je pouvais aller le chercher à l'instant, mais le point est qu'il annonçait ça au même moment où est-ce que, c'est même pas une blague, une semaine avant, en conférence de presse, il disait qu'il y avait un problème avec l'habitation à Montréal, on manque de logements. On va demander au gouvernement de nous envoyer plus d'argent pour construire plus de logements locatifs. De l'autre côté, on a de l'argent, par exemple, pour enverdir un parc. C'est ça le statement des finances publiques de Montréal. Mais c'est une ville de fous. C'est une ville de fous. Oui. Regardez juste les derniers mois, tout ce qui s'est passé dans cette place-là. On enlève des stationnements à une place. Il y a une femme qui dit, regarde, je vais la faire entendre. Il y a une femme qui dit à une famille d'immigrants, regardez, là, changez votre style de vie, puis si vous ne trouvez pas de parking, c'est pas mon problème à moi. Et elle répond, elle s'appelle Laurence Lavigne Lalonde. Elle répond ça pour les gens qui posent des questions sur les pistes cyclables qui empêchent les familles de se stationner à Montréal. C'est pas la responsabilité de la Ville de Montréal de garantir un espace de stationnement pour les citoyens. Parce que c'est comme si on disait, vous possédez un objet privé et nous l'entreposons gratuitement sur le domaine public. Moi, si je veux entreposer mon frigidaire, je me loue un entrepôt, je ne l'entrepose pas sur le domaine public. Donc, on a la preuve que des gens élus peuvent être caves. Là. OK, ça, c'est une réponse cave. OK, c'est complètement cave. Et elle mérite l'étiquette, là. La Ville de Montréal peut pas garantir un espace de stationnement pour les voitures, mais elle peut garantir des pistes cyclables pour les cyclistes. Oui, puis des vélos stationnés le long des trajets, il y en a plein. Là. Ils font eux-mêmes les racks à vélo. Là. Ben, eux, j'imagine que cette notion-là, c'est parce que vu que c'est commun, c'est collectif, c'est public, fait que c'est correct, mais l'espace de stationnement aussi, il est disponible pour à peu près n'importe qui peut se stationner là, à moins qu'on parle de ceux avec des vignettes. Mais à la fin de la journée, c'est public, tout le monde paye pour ça. Là. Je veux dire, c'est à ça que c'est une ville de fous. À Montréal. C'est une ville de fous, Nick. Rappelle-toi, quand, il n'y a pas longtemps, il y a eu un feu. Malheureusement, il y a eu des décès. OK? Cette gang de sautés-là ont commencé, puis là, je capotais. Moi, je me disais, mais voyons, il n'y a pas quelqu'un qui va allumer. Au lieu de parler du fonctionnaire qui a dormi, qui n'a pas forcé le propriétaire à suivre le code du bâtiment puis à mettre des appartements avec des sorties de secours, tout ce que tu veux. On a réussi à mettre le bonnet d'âne sur le dos de Airbnb. Et là, on a fait une campagne de 1 semaine à 2 semaines pour dénoncer Airbnb comme s'il était responsable d'un feu. Et on a su, la semaine passée, que finalement, on a trouvé le gars qui a crissé le feu, qui est un pyromane, un gars qui s'était sauvé d'une prison, un gars qui s'est fait passer pour lorsque les policiers l'ont vu, il s'est fait passer pour un sans-abri. Regarde, un dossier incroyable que plus personne parle aujourd'hui, mais qu'on devrait parler beaucoup parce que Airbnb en a payé le prix, puis on a vu surtout, encore une fois, comment nos politiciens sont une gang de caves. Tu sais, je veux dire, c'est ça à la grandeur. C'est ça qui est le plus déprimant, tu sais. Tu dis, mais voyons, c'est le top de la crème qui est là. C'est supposé être les leaders d'aujourd'hui, qui vont être les leaders de demain, etc., qui nous guident vers l'avenir. My God! C'est incroyable. Complètement. Puis, juste pour en rajouter à l'ironie avec tout ça, Montréal manque d'argent en ce moment aussi parce qu'ils perdent des revenus sur le stationnement.
qui les retirent tranquillement à coups de piste cyclable qui leur coûte de l'argent. Fait que, écoute, c'est le serpent qui se mord la queue, littéralement. Incroyable. Et oui, avec l'histoire d'Airbnb, puis comme pour tout le reste, ça affecte aussi la réputation du Québec puis de Montréal à l'international. Après ça, tu sais, on a l'air de quoi avec ce genre de gestion-là quand les gens vont parler de notre ville dans les médias internationaux? En fait, on peut même pas les voir sur la moitié des réseaux sociaux comme tels à cause du gouvernement fédéral. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il en reste que la réputation de Montréal est durement entachée présentement, puis il va falloir qu'on trouve un remplacement à la mairie, là, il va falloir qu'on trouve une alternative parce que soit ça change drastiquement ou je donne pas... disons que j'ai pas beaucoup d'espoir pour l'avenir de la métropole. Là. C'est quasiment une ville à mettre en tutelle. Merci, Nick. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables. Pour les suivre, contribuable.ca. Mais Nick est également visible et fait de très bons tweets sur X, si ça vous tente de le suivre. On s'en va vers Max Truman de danslescoulisses.com après sur Radio Pirate Live. Jeff Filion. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Une des pires histoires du week-end qu'on a suivi pour vous autres. On a parlé sur Radio Pirate Prime ce matin. Le dossier de Adam Johnson qui est décédé malheureusement. Puis on a vu le coup de salaud du joueur de l'autre équipe. D'abord, il jouait dans une ligue. Il y a une ligue professionnelle avec un très bon calibre en Grande-Bretagne. Il y a plein de monde qui ne savent pas ça en partant. Mais il y a du bon calibre. Donc, des gars qui étaient sur le bord de faire la NHL, qui ont choisi ce coin-là au lieu d'aller dans East Coast, au lieu d'aller dans les KHL. Donc, il y a plusieurs possibilités en Europe. Puis coach Mitch Giguère est avec nous autres. Il y a bien sûr Max Truman qui est avec nous aussi de danslescoulisses.com. Mitch, c'est le maniaque coach qui fait toutes les vidéos, qui nous fait voir plein d'affaires sur X. Mitch, t'es salué. Le retour au Québec se passe bien? Oui, on n'est pas encore de retour au Québec. Mais, OK, t'es encore là-bas? Oui, moi, je suis rendu à Wheeling, en West Virginia. On habite en Ohio présentement, toute la famille. Donc, ouais. Ah oui, raconte un peu comment ça s'est passé quand tu es revenu. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais dans la KHL. C'est ça. Raconte un peu tout ton chemin. Là. Ben, dans le fond, c'est ça. La dernière fois qu'on s'était parlé, j'étais en Russie. On est revenu, la saison était terminée. La guerre, elle avait commencé ou elle avait éclaté. Puis, j'avais reçu des offres pour retourner en KHL que j'avais refusé. Puis, j'avais pris la décision de rester à la maison pour rester avec les enfants, ma conjointe qui était à temps plein là, à l'école pour devenir une infirmière. Puis, je m'en allais prendre une année sabbatique. Puis, l'Université de Montréal me demandait si je pouvais leur donner un coup de main l'année dernière. Donc, j'ai dit oui. Puis, cet été, l'été qu'on vient de passer, là, le plan n'était pas de m'en aller nécessairement du Québec, mais les Wheeling Nailers, qui est le club affilié des Penguins de Pittsburgh et de Wilkes-Barre Penguins de la Ligue américaine. Donc, nous, on est la ECHL. On a eu des rapprochements, puis on a décidé de partir, là, moi, ma famille, les enfants et tout, puis on est ici depuis le mois d'août déjà. Tu vas dire de quoi? T'as une bonne blonde, garde-la. J'arrête pas de dire qu'elle est en or, fait que... Hey, moi, je te l'avais déjà dit la première fois, parce que... Ouais. De quoi? Je te le redis encore. Bravo cher. Hey, mais justement, à cause de ce lien-là avec les Pingouins, parle-nous un peu de Adam Johnson qui a joué quelques matchs dans le gros club, surtout un gars des ligues mineures, un bon joueur de hockey. Ce qui s'est passé en fin de semaine, les images qu'on a vues, la vidéo qui a circulé qui circule toujours sur X, où on voit le joueur, comment il s'appelle le joueur là, qui est contre lui? Là? Écoute, je pourrais même pas te dire son nom. C'est Matt Belgrave. C'est ça, qui est reconnu pour être un chien, là, un salaud. Là, notre chum de Dieu a joué contre lui il y a quelques années. C'est le joueur qui darde régulièrement, qui joue le genre... Mais moi, j'ai jamais vu ça. Là. J'ai joué beaucoup de hockey dans ma vie. Là. J'en ai vu en masse, là, mais un genre de coup de kickboxing de même, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Non, c'est... Tu sais, juste pour revenir, on va mettre les choses au clair. Je ne le connais pas personnellement, je l'ai jamais croisé, mais il a fait partie de notre organisation au complet. Tout le monde le connaît. Puis nous, on jouait samedi soir à Fort Wayne et dès que le match a été terminé, les joueurs s'est tirés dans la chambre. Puis Lou Rael, qui a été annoncé à Jared Lee, écoute, sais-tu que Johnson a passed away?
Fait que là, tout le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, la moitié de notre équipe le connaît. La moitié de l'équipe a joué avec. Son meilleur ami, Lee, est avec nous cette année. Quand on a su la nouvelle après le match, là, ça a été le 6 heures d'autobus le plus long de ma vie. Il y avait des pleurs, écoute, on pouvait pratiquement pas nécessairement rien gérer parce que c'était de l'inconnu. Là, heureusement, les pingouins et tout, là, on a tous les besoins nécessaires là, si on a besoin, mais l'atmosphère, c'était chaotique. Là. Moi, je suis curieux, Mitch. C'est quelque chose qu'on aime. Oui. Vous étiez dans le boss. On a tous cherché rapidement la vidéo. C'est des gars qui connaissent Adam Johnson, c'est des gars qui ont joué avec, c'est des gars qui l'ont coaché, etc. À quel point, parce que moi, je me pose 2-3 questions, mais la première, c'est à quel point on peut ou on ne peut pas ou on ne doit pas montrer l'événement. Avez-vous regardé toute la vidéo ensemble? Est-ce que vous étiez chacun de votre bord à regarder la vidéo comme si vous regardiez de la porno? Je dis à quel point ça se montre et ça se regarde, cette vidéo-là, ou pas? Je pourrais pas dire tous ceux qui l'ont vu. Chose certaine, c'était vraiment du individuel. Je prends, par exemple, mon entraîneur-chef, lui, a vraiment pas voulu la voir. Moi, je l'ai vu parce que je voulais vraiment essayer de réaliser l'ampleur de la situation. Et si jamais Lee vient me parler ou quoi que ce soit, tu sais, pas que je suis plus au courant, mais au moins, je comprends qu'est-ce qui a pu se passer. Notre préposé à l'équipement, il n'a rien voulu savoir. Notre athletic trainer, elle a voulu voir juste est-ce qu'il y aurait pu se passer autre chose. Donc, ça a vraiment été individuel. Je suis pas convaincu que tout le monde l'a vu parce qu'on a vu les images, là, c'est dégueulasse. C'est terrible. Vous autres, Jerry, Jeff, avez-vous regardé? Ça vous intéresse-tu, ce genre de vidéo-là? Ben moi, je l'ai eu à un moment donné. J'ai pas cherché. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Il y a comme parti, je l'ai vu. Ça m'a... je suis content de l'avoir vu dans un sens. J'ai pas vu quand il est malade sur quand tout le sang coule. J'ai pas regardé ce bout-là parce que moi, je peux pas regarder le sang. Là. Mais je veux dire, j'ai vu le geste. Et ça, pour moi, je pense que c'est important qu'on le voit parce que pour moi, c'est un meurtre. OK? Ça, à mon niveau, à moi, là, puis on l'a vu un peu plus... Il y en a un qui est plus flou, puis il y en a un qui est plus grand. Pour moi, c'est carrément un meurtre. Il y a un geste volontaire qui est fait là. Je dis pas que c'est au premier degré, je dis que c'est au deuxième degré, on s'entend, là. Mais il y a un geste qui mérite d'être puni là. Plus que 5 matchs de suspension, on comprend, là. Mais c'est quoi l'action? Tu sais, je veux dire, le Johnson a le puck. Il coupe sa bleue, ce qu'on ne fait pas dans le hockey contact. Tu sais, on s'entend qu'il ne s'est pas protégé. Mais après, en coupant sa bleue, tu vois Pat Grave qui le voit et il s'en va faire un open ice hit. Je veux dire, les intentions ne sont pas de meurtre. Là. Je suis convaincu que 99,99999% des gens ne vont pas dire que c'est un meurtre. Puis le 0.00001% qui dit que c'est parce qu'il est noir, qu'on l'accuse, tout, ça n'a pas rapport. Il n'y a personne qui pense... Non, mais ça, c'est à l'inverse. Moi, vois-tu, j'ai vu ça à l'inverse. Au football, 90% des joueurs sont noirs. On n'a pas cette discussion-là. Au hockey, les minorités, peu importe que ce soit couleur ou peu importe la minorité, il y a une femme qui joue dans un club d'hommes pour la première, il arrive quelque chose, il y aura toujours une retenue. Ça, c'est dans n'importe quel domaine, là. Mais moi, ça ne change rien dans l'histoire, tu es d'accord? Ni d'un bord ni de l'autre. Ça ne change absolument rien dans l'histoire. Mais ça se peut que ça l'aille. Ça se peut que. Alors que sa réputation, peu importe sa couleur, on s'en sac. Sa réputation, c'est que c'est un joueur salaud. Donc, tu sais, quelqu'un qui tue. Quelqu'un qui est à point 10 et qui tue quelqu'un en moto, là. Son intention, quand il est parti du centre d'achat se rendre à la maison, c'était juste de se rendre à la maison, l'écouter à la TV. Là. Il n'avait pas en tête de tuer quelqu'un, mais il se ramasse en prison pareil. L'intention, clairement, ça peut pas. Il n'y a pas un joueur sur le banc qui pense, puis Mitch, on le sait, là, il n'y a pas un joueur sur le banc qui se dit, hey, lui, il va le ramasser, je vais le tuer. Là. Ça n'existe pas, ça. Là. Mais à quel point c'est salaud, Mitch? Mettons, c'est un open ice hit. À quel point tu le regardes puis tu te dis, ça, c'est salaud, ça ne l'est pas. Ça, c'est un accident, ça ne l'est pas. Écoute, on en a jasé. Alors, donc, tu sais, pour moi, on s'entend, le but premier, c'est Matt, son nom, c'est ça? Ouais. C'est de le ramasser. On s'entend, là, on appelle ça un open ice hit. Tu sais, Johnson coupe à la ligne bleue, la tête, il ne regarde pas. Donc, le but premier de Johnson, c'est vraiment, je ne veux pas utiliser de jeu de mots, mais c'est d'y rentrer dans le milieu du chest puis d'y faire mal. Puis souvent, ces mises en échec-là, c'est un coup à la tête, puis Johnson est à terre, puis il y a une commotion, il est out pour plusieurs temps, même s'il ne s'est pas protégé. Donc, pour moi, quand je décortique cette vidéo-là, le but premier, c'était une grosse mise en échec, open ice hit, selon le type de joueur qu'il est. Maintenant, si on décortique vraiment frame by frame,
on voit qu'il y a un transfert de poids qui part de la droite vers la gauche. Tu sais, son corps fait vraiment comme un V pour justement venir faire cette mise en échec-là. Puis, il y a un joueur qui vient, moi je dis ça clipper, mais tu sais, pas une énorme interférence, mais juste assez que pendant son transfert de poids, on dit, tu sais, il perd l'équilibre. Là, on s'entend, il perd l'équilibre pas pour voler au 8e étage, là, mais juste assez à la vitesse qui s'en vient dans l'angle qui était pour perdre son ballon. Maintenant, est-ce que c'était intentionnel ou pas de lever la jambe ou autre? Ça, je pense qu'on va pouvoir en parler pendant 100 ans. Personne ne le saura jamais. Sauf que dans le feu de l'action, un joueur de hockey, une fois qu'il se fait accrocher puis qu'il est déjà en perte d'équilibre puis que, mettons, ses 2 patins quittent la glace, tu n'as comme plus nécessairement de contrôle, mais tu penses pas non plus à te contrôler, façon de parler. Tu sais, ta jambe, quand elle part, là, tu penses pas dans les airs, il faut que je fasse attention, il faut que je rentre. Fait que, tu sais, c'est de là que ça devient assez touché. C'est la différence, Mitch, en ce que toi, tu es un habitué, tu es un master de décortiquer des vidéos, puis c'est pour ça qu'on t'aime sur X, entre autres. T'en fais tellement, puis tu sais comment le faire, puis t'es équipé pour le faire. Tandis que moi, j'ai regardé une vidéo un peu floue au début, puis Jerry en a vu le même, que ça se passe tellement vite, puis on le fait pas frame by frame, qu'on a vraiment l'impression que c'est volontaire. Mais si, effectivement, il y a ce que tu décris, parce que tu le vois par le frame by frame, je sais exactement ce que tu veux dire. Parce que veux pas, on a toujours tendance, les patins ont toujours tendance à vouloir partir par en haut, puis le poids va tomber sur le hockey pour essayer de se retenir un peu. Mais là, c'est une autre game si c'est ça qui est arrivé. Là. Mais regardez le vidéo, les gars. Là. Si, mettons, Johnson n'est pas là, quand Petgrave part le pied dans les airs, si j'y vais avec l'explication de Mitch, c'est qu'il s'en va à l'horizontale. Puis, en allant à l'horizontale, il aurait tombé à plat ventre. Tu sais, je veux dire, on voit jamais ça. C'est sûr que les intentions ne sont pas 100% mauvaises, mais il y a clairement des mauvaises intentions. Puis là, quand il se rend compte qu'il ne fera pas son open ice hit, voilà, c'est ça. Vous ne trouvez pas qu'il sort un peu le pied par en arrière? Ben comme, oui. Ben moi, c'est ce que je voyais. C'est ce que je voyais, moi. Il manquait. Autrement dit, il s'en allait pour le manquer. Moi, c'est même que je le vois. Là. Il voulait le pincer. Il s'en allait pour le manquer quasiment à moitié. Il a dit, le poignet pareil. Moi, le poignet pareil, il a levé la jambe. Mais là, l'autre était comme penché un peu. Goodbye. Ah, c'est terrible. On va se le dire, il n'y a pas de précédent parce que, maintenant, on n'a plus le droit de faire des open ice hits. Même, j'en parlais avec Max Ordon, tu sais, le porteur de la rondelle qui coupe sa ligne bleue, maintenant, il est invulnérable dans le sens que s'il se fait ramasser, c'est même plus de sa faute, même s'il regarde par en arrière. Fait que, tu sais, le but premier était ça. Mais, comme je dis, les open ice hits n'existent plus. Donc, ça arrive plus qu'un joueur essaie de vraiment faire le open ice hit puis qu'il se fait accrocher ou clipper puis qu'il perd son ballon. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'un patin à cette hauteur-là, c'est rare, mais je vais prendre l'exemple. Moi, la semaine passée, en pratique, je suis au milieu de la ligne bleue, on fait un small area game, puis j'ai un joueur qui tombe. Ben, sa lame de patin, moi je suis debout, sa lame de patin a passé à peu près 1 pouce de mon visage. Donc, ça aurait pu être moi. Puis là, on parle d'une pratique, puis évidemment, il n'y a aucune intention. Mais, tu sais, son patin, puis on s'entend, le gars, là, c'est Adamo, c'est notre capitaine, il est 6 pieds 7. Fait qu'il y en a longtemps, là. OK, mais je vais revenir ça d'une autre manière, Mitch. Est-ce que on est chanceux qu'avec les lames, toute la patente, la vitesse que la game est maintenant, est-ce qu'on est chanceux qu'il n'y a pas plus d'incidents du genre où ça va être appelé à en avoir plus? Tous les sports sont plus vite. Je regarde la NFL, le nombre de blessés, les gens qui risquent de finir en chaise roulante, c'est plus grand que quand on regardait la NFL en 89. Là. Est-ce que tu penses qu'avec la vitesse et ce qui se passe, puis c'est sûr que le jeu, comme tu le dis, le jeu dans le milieu de la glace, c'est très bizarre que ça arrive au départ. Les joueurs ne peuvent plus faire ça, puis ils savent que ça peut être une fin de carrière pour le gars qui reçoit le coup. Habituellement, quand tu es wise, tu fais pas ce genre de geste-là. Mais est-ce qu'on est chanceux de ne pas voir plus souvent des incidents du genre, finalement? Oh oui, largement. J'en reviens même pas. J'en reviens pas qu'il n'y ait pas plus d'accidents. Puis c'est plate à dire, mais je suis comme surpris que ce soit seulement le premier décès officiel sur une patinoire suite à, c'est ce que je pense aussi. Suite à un coup de patin. Parce que, écoute, la protection, tu sais, on pourrait en parler longtemps, les cache-coups, pourquoi rendu au niveau professionnel, ils se les enlèvent. Moi, je me souviens quand je jouais, on avait un épais, puis on mettait du tape alentour pour le diminuer, le mettre le plus petit possible. Mais tu sais, je peux pas croire encore aujourd'hui qu'il n'y a pas plus d'incidents que ça. Sauf que je prends exemple, les coupures maintenant, les seules coupures qui peuvent arriver, oui, sur le corps, mais je prends exemple, nous, puis dans la Ligue américaine, les protèges poignets, anti-coupure, je me souviens pas le nom exactement, puis même chose pour les tibias mollets, c'est obligatoire par la Ligue. Si jamais l'arbitre te surprend à pas les avoir, c'est même une suspension. Ouais. Sauf que là,
un cache-cou. Puis, tu sais, nous, on a déjà affiché avec notre équipe ceux qui veulent en acheter. C'est comme un chandail col roulé à la Plekanec. Qu'est-ce qui fait que les cache-coups... Bon, nous autres, quand j'étais plus jeune, il y a eu une passe de cache-cou. Moi, j'ai jamais embarqué là-dedans. J'avais comme un feeling de comme un chien avec un collier. Tu veux être le plus libre possible. Moi, je vais être partie, probablement que je suis le plus vieux de votre gang. Quand j'ai commencé, on n'avait pas de grille. Les grilles sont arrivées. Puis oui, déjà ça, c'était une cage incroyable. Junior, on a enlevé ça. Regarde, c'était la liberté. Mais finalement, quand on y pense aujourd'hui, puis même jusqu'à tout récemment, moi, je jouais avec juste une petite visière grosse comme rien. C'est pas très, très brillant quand on y pense, là, tout ce que je viens de dire là. Parce que dans les faits, c'est les yeux, c'est le cou, c'est la jugulaire, etc. Qu'est-ce qui fait que les gens, aujourd'hui, avec les designs qu'ils pourraient avoir, tu sais, la F1 là, et la Indy, ils ont commencé à protéger la tête des pilotes. C'était pas bien beau, les pilotes n'aiment pas bien ça. Il y a une barre dans le milieu de la face quand ils roulent dans un corner à 300 km/h. Mais ça a sauvé des vies déjà. Qu'est-ce qui fait que les joueurs ne veulent pas avoir ça? C'est-tu juste esthétique? C'est la peur d'être jugé par quelqu'un en disant « Regarde, le tapette, il joue avec un... » C'est quoi la vraie histoire? Dans mon temps, moi, c'était le look. Là. On va se le dire. C'était le look. Oui. Puis, on va se dire, c'était désagréable. Très désagréable. Le matériel, il y en a, écoute, là, c'est comme tu dis, là, un collier de chien ou autre, pour venir... Ça lui donnait des boutons dans le cou. Oui, aussi. Là, tu le laves, Jeff, c'est juste ça. Oui, non, mais ça faisait ça pareil. Là. C'est plein d'humidité pendant 1h30 de temps. Il était blanc quand tu l'as acheté, il finit jaune. Puis, tu sais, là, nous autres, on a envoyé un lien. Je me souviens pas quelle marque fait ça. C'est un chandail avec un col roulé. Mais tu sais, le col roulé, là, il est aussi mince qu'une feuille de papier, mais il protège n'importe quel coup de couteau ou de lame. Donc, hier, samedi, il y a le col roulé. Y a-tu un accident? Y a-tu une mort? Y a-tu une coupure pareille, mais moins grave, d'après toi? Écoute, là, il faudrait rentrer dans les détails, tu sais, jusqu'à où le col roulé protège, puis la lame, elle a commencé à couper où, mettons. Ouais. Puis, tu sais, est-ce que si elle pogne la peau avant, puis en descendant, le col roulé descend avec, tu sais, je pense qu'on rentre dans la technicalité. Ouais. Sauf que si tu arrives flat, ben, si tu coupes pas au départ, tu as peut-être juste une moitié ou un quart, puis c'est plus facile à couvrir. Parce que, tu sais, ce qui est arrivé, Johnson, il est mort sur la glace parce qu'il a perdu trop de sang, il est tombé en arrêt cardiaque, puis ça s'est terminé là. Quelle histoire. Si c'est une mini coupure, c'est sûr que c'est complètement différent. Sauf que là, ce qui arrive aussi, c'est une question d'assurance. Tu sais, on parle d'avoir une grille complète, là. Mais si tes assurances te disent, « mais t'as reçu une poque d'en face, tu perds 10 dents, on te les repaye, puis on te refait un nouveau dentier, il n'y a pas de trouble. » Les joueurs vont être, « Regarde, j'ai des assurances pour. » Mais façon de parler, si t'enlèves les assurances, dans le sens que si tu joues avec une demi-visière ou pas de cache-cou, s'il arrive un accident, t'es pas assuré. Ben là, si ta carrière est finie, t'as plus de salaire. Exactement. Puis, ben, si tu as besoin d'un nouveau dentier ou à 20 000 $, ben, tu t'arrangeras. Mais là, les joueurs vont peut-être se dire, écoute, mais je vais peut-être le mettre le cache-cou. Faut pas attendre après les joueurs. Je veux dire, c'est pas les joueurs qui ont décidé à un moment donné de porter le casque. C'est pas les joueurs qui ont décidé de porter la grille. C'est pas les joueurs qui ont décidé de porter la demi-visière. À un moment donné, ça prend une réglementation en dehors. Il faut aussi comprendre que le risque zéro, il n'existe pas. Mais t'as peut-être un bug, là. Tu sais, je parlais de course auto tantôt. Toutes les courses automobiles dans le monde sont gérées par la FIA. Donc, la FIA mène à peu près 95% de tout. Donc, il y a une autorité au-dessus. Au hockey, c'est compliqué, là. Il y a à peu près 2000 organisations qui gèrent la patente. Juste dans le junior, ici, la WHL, qui est le junior canadien sous la LCH, n'a pas les mêmes règlements que la JMQ. Là, les bagarres dans la JMQ, en Ontario ou dans l'Ouest, c'est pas la même chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, aujourd'hui, ils sont minces. Là, va au Sport Rousseau ou n'importe quel magasin de sport, c'est très, très mince, ces protecteurs pour le coup. Moi, j'en mettais dans ma ligue de garage il y a encore quelques années. Je le sens plus. C'est pas comme dans notre temps, c'est pas gonflé, c'est tout mince. Mais il faut être conscient que tu le portes pour diminuer le risque et les probabilités. Parce que regarde David Alexandre Beauregard, il avait une demi-visière, puis il a perdu un œil pareil. Ça se peut que tu ailles le protecteur, puis ça se peut que ça vire mal, mais les probabilités vont être pas mal plus de ton bord. Puis sur une période de 10 ans, tu vas avoir moins d'accidents. Fait que je vois pas pourquoi on le rend pas obligatoire à un moment donné ou à un autre. Puis il faut l'imposer. Il faut pas attendre que les joueurs, ça vienne d'eux. Ça viendra pas d'eux, ça arrivera pas. C'est comme le casque, ça prend quelqu'un à quelque part qui se lève puis qui l'impose. Voilà. Ouais. Mitch, je veux lever. C'est drôle. Juste regarder. Allez-y. Non, je viens de voir sur Reddit, parce que j'ai fouillé un peu là-dessus, puis je me disais, là, je voyais les Bruins de Providence, l'équipe de hockey. Il y a plusieurs joueurs qui ont décidé dimanche de remettre leur neck guard. OK. Donc, peut-être que les gars, ils l'ont enlevé parce qu'ils trouvaient ça un peu tannant, chose comme ça. Moi, je pense que c'est inévitable. Ça a comme fait réfléchir certains joueurs.
C'est inévitable. Le poids des patins, donc toute la vitesse à laquelle ça va, je pense que c'est inévitable, Mitch. Non, c'est l'est, puis c'est justement ça que je voulais m'en venir en fin de semaine dans la Ligue américaine. On a vu des joueurs, puis si on le regarde, c'est vraiment, comme je disais, le One Piece, un chandail avec un cache-cou, ça n'a même pas de l'air encombrant. Ça n'a pas de l'air encombrant, puis ça protège. Donc, à un moment donné, c'est ça, comme je mentionnais, il faut que ce soit les assurances. Si la Ligue nationale de hockey ou la Fédération de hockey, peu importe, veulent pas nécessairement faire de changement, c'est aux assurances maintenant à juste dire, bon, ben écoutez, vous êtes plus couverts s'il arrive un accident au niveau du cou. Aussi simple que ça. Donc, tout le monde n'aura pas... Tu sais, la NHL va, façon de parler, se laver les mains dans le sens que c'est pas nous qui l'obligeons, mais au moins, c'est une question de sécurité parce que, je reviens à tantôt, pour moi, je peux pas croire qu'il n'y a pas plus d'incidents que ça. Mitch, merci, t'es bien fin d'avoir pris du temps de nous jaser. Garde, salutations à toute l'organisation, puis on a une grosse pensée pour Adam Johnson. Un gros merci à vous autres, les gars. Salut, bye, bonne saison. Salut, bye-bye. Salut, Mitch. Max, yes. Vas-y, on a d'autres sujets. Paul Hood vas-y, Max, potine. Ah ouais, potine, Max. Potine. J'aime ça. J'haïs ça, tu sais. Je sais pas si vous me payez tellement cher que j'ai pas le choix. Tu l'as sorti avant la station de radio, c'est bol. La quoi? T'as sorti la nouvelle avant la station de radio. Ouais, puis je l'avais depuis 24-36 heures. Si vous débarquez de Mars puis vous savez pas de quoi on parle, Paul Hood n'est plus à BPM Sport, était l'animateur matinal depuis la fin août. Il y a des gens qui se demandaient s'il allait toffer jusqu'au 1er janvier 2024, d'autres jusqu'à Noël. Il n'y aura pas toffé jusqu'à l'Halloween. Tu as été Morning Man, Jeff. Pour vrai, tu l'as été, là. Quand tu étais Morning Man, est-ce que tu avais d'autres obligations? Est-ce que l'après-midi, tu avais des meetings le soir? Où tu te consacrais à 90 ou 100% à ta job? J'étais jeune. Je gérais la boîte. Donc, j'étais là jusqu'à 5h, 5h30 l'après-midi. Moi, j'étais un cave, là. Fais-toi pas à moi. Non, mais le soir, OK. Si, mettons, t'étais Morning Man demain, mettons qu'ils te prennent à, je sais pas moi, énergie. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre le faire à 30 ans et à 60 ans. C'est ça, mon À 30 ans, tu peux aller dans un restaurant le soir, tu peux aller prendre une bière avec des chums. T'es capable de dormir 5h30, t'es capable, au pire, si vraiment t'es fatigué dans la journée, tu iras te coucher 1h30. Mais plus vieux, c'est une autre game, là. C'est une autre job. Puis, tu sais, récemment, tu en as entendu, on en a parlé en dehors des ondes. Tu sais, il y a des gens qui s'inquiétaient de la santé de Paul Hood. Semble-t-il que c'est pas une question de santé. Semble-t-il qu'il a décidé, ou en tout cas d'un accord commun à quelque part, de quitter l'animation du matin. Tu sais, les codes d'écoute n'étaient pas au rendez-vous. C'est sûr que ça précipite des fois la décision, mais il ne dormait pas. Quelque chose. OK, moi, je sais que tout le monde m'évite dans le monde de la radio au Québec, là. Mais enlever le côté Jeff Fillion en ondes. Si le propriétaire de RNC crisse la direction au complet dehors de RNC puis me donne la gérance de BPM Sport et de Radio X, je vais doubler, sans être en ondes, je vais doubler les codes d'écoute de Radio X en 1 an et je vais tripler les codes d'écoute de BPM en 1 an. C'est un bon extrait, ça. Ghislain, tu dors pas, là? Tu dors pas sur la job? Il y en a d'autres qui dorment, mais toi, tu dors jamais. pas. Donnez-moi la direction générale de cette boîte-là et BPM Sport, ça va être une machine. OK? Je te le dis. Le truc, là. Jeff, c'est... Puis, tu sais, c'est délicat, là, mais... Qui c'est qui a pensé à mettre Paul Hood le matin, sacrament? Qui a pensé à ça? Tu viens d'avoir un accident de char avec JC qui n'a pas levé, qui coûtait cher. Le gars était peut-être pas trop, était trop éparpillé, je ne sais pas. Moi, là, dans la vie des communications, là, les bons qui réussissent à lever, tu les trouves par accident. Ils ne sont pas à l'école, ce n'est pas nécessairement des anciens joueurs professionnels. Il y a du monde qui traîne, qu'il faut que tu aies un pif pour dire... Lui, c'est une bombe. Lui, là, il va te faire un show. Juste te montrer comment la direction de cette station de radio-là est dans le gauche. Probablement que le potentiel, un des meilleurs potentiels de sport que j'ai vu, et en plus, Chris, il y a un site web qui marche tempête, bien, ils l'ont coupé. Mais moi, à la direction de cette boîte-là, m'a dit de quoi? Max Truman, il n'est pas dehors. Max Truman, il a son show à lui. Tu sais, veut dire, ça, c'est le pif de quelqu'un qui a déjà bâti des succès en radio et je l'ai fait. Tu sais, l'affaire, c'est que
Radio Pirate, puis dans les coulisses, puis plein d'autres trucs vont prendre, puis il y a certaines excellentes émissions à Radio X qui le font aussi. Tu prends l'actualité, puis tu en fais un show. Tu décortiques l'actualité, tu y mets de l'opinion, tu y mets de la saveur, tu vas chercher quelqu'un d'un côté, puis de l'autre. Check Mitch, on y a parlé parce que moi puis toi, Jeff, on est d'accord. Il y a une intention pas claire dans Radio Jess, fait qu'on s'est dit, hey, on va aller parler à Mitch parce que lui va amener l'autre bord, t'amènes des débats d'opinion, puis c'est comme ça que ça peut marcher, puis surtout en 2023. Il y a des gens à BPM Sport qui veulent en faire un RDI du sport et qui veulent en faire un réseau de nouvelles. On veut quitter le Canadien, puis on veut couvrir tous les sports. Puis tu sais, dans la vertu de la radio, c'est un show. C'est du monde qui met le... La radio, c'est tu mets tes couilles sur la table, tu mets tes chenolles, et faut que tu sois prêt à ce que ta mère te renie. C'est ça, c'est le même que tu gagnes. Au sport, c'est plus dur. Là. Moi, toi, tu te trouves cute, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Là, je comprends, mais tellement. C'est qu'il y a une clôture. Faut que tu t'approches le plus de la clôture ou de la ligne sans la dépasser. Mais si tu t'en approches pas assez, c'est sûr, tu la dépasseras jamais. Tu te tiens à des kilomètres de la clôture, fait que ça crée un contenu un peu trop beige, un peu trop gris. Il faut que tu t'approches le plus possible de la ligne, de la clôture. Puis une fois de temps en temps, tu vas la dépasser. Tu sais, pour vrai, je l'ai peut-être dépassé il y a 10 minutes en commentant à BPM Sport. Mais c'est pas grave. Si je me tiens tout le temps loin... Je ne vais pas donner du bon contenu. Les gens ne voudront pas m'entendre. Exact. Les gens ne diront pas hey, je vais aller écouter Radio Pirate ou Jerry ou Jeff. Eux autres, quand ils vont la traiter, la nouvelle. Tu sais, Adam Johnson, là, on revient sur le coup. Là. Personne n'en parle. Hey, on peut-tu se demander si c'est peut-être à quel point il y a des intentions derrière ça? Moi, je pense, c'est clair que c'est pas voulu, mais on peut-tu poser question? On peut-tu arrêter de dire hey, ça va vite, ça glace. C'est un accident, Premier ça va degré, vite. Deuxième degré, ça existe depuis que la justice existe. Là. Oui, puis on peut-tu comparer avec Malarchuk puis Zetnik? C'était des accidents. Je les ai regardés les vidéos. C'était des accidents à 100%. Tu sais, cet accident-là, ce week-end, ça en est un, mais à quel pourcentage? On va se le demander. Puis tu sais, Corey Perry sur Tavares, heureusement, il n'y a pas eu des grandes conséquences en série. Là. C'était pas 100% un accident. Là. On va se dire vraies choses. Il a sorti le genou quand Tavares arrivait. Tu sais, est-ce qu'on peut se poser les vraies questions? Si tu ne t'époses pas, tu vas faire un show de radio beige. Exact. Mais personne ne va t'écouter. Sujet en rafale, la boxe en fin de semaine. Salutations à notre chum Simon qui était debout devant puis qui a toffé moins longtemps qu'il aurait espéré. Mais tu as tout notre respect, mon ami Simon, puis bonne chance pour le reste. Prends ton temps, take your time, puis on verra ce qui arrivera. Mais le gros événement du week-end, on n'est pas sûr que le champion, c'est le bon, là. Non, on n'est pas sûr. Puis on parle pas de la classique héritage en Alberta quand tu dis gros événement du week-end. Non. As-tu vu ça passer? T'as-tu j'ai un vu peu ça d'intérêt? J'ai vu ça à matin. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça en plein début de saison. Là. Arrêtez ça. En tout cas, parlons de boxe. Là. Ça a été un énorme make-up de show. Tu sais, c'est du show business. Eminem était là, Mike Tyson était là en Arabie Saoudite, Kanye West, là, toi, tu pourrais me faire une liste longtemps. Jerry, sure, tu as vu d'autres vedettes que tu connais. Il y avait des acteurs, il y avait des gens, il y avait tout le monde qui vaut une couple de centaines de millions de dollars était là. Le show est là. On amène un champion de boxe, pas quelqu'un fini, là. On amène un champion de boxe, un géant à Tyson Fury. On amène un champion de UFC. Puis on crée un combat de boxe. Puis contre toutes les attentes, là, ça a fonctionné. Ça a marché, c'était égal. Le problème, c'est que le champion de boxe n'a pas livré. Puis ce soir-là, ça avait été un vrai combat, il perdait sa ceinture. Contre n'importe quel boxeur top 10, il perdait sa ceinture Fury. Fait que c'est un peu plate de ce côté-là. Mais sinon, moi, personnellement, ça a quand même été l'événement où on a crossover deux sports. Où j'ai quand même eu Puis surtout, il faut lire sur le personnage, là, ce gars de UFC, de où il est parti, puis le genre d'ascension que ce gars-là. Puis vous voyez qu'il n'y a rien qui arrive. Quand tu travailles fort, quand tu mets toute ta vie entre les mains de quelque chose sur lequel que tu crois, regarde, tu peux bouger des montagnes. Canadien de Montréal, super week-end. Moi, je suis pas d'accord avec toi. J'ai écrit à l'Est samedi soir, j'ai dit, crif, on a trouvé notre goaler. Wow! Quelle performance encore de Jake Allen samedi soir contre Winnipeg. Caulfield qui manque de compter encore en prolongation. Manque un one-timer à peu près de je ne sais pas combien, mais pas bien. Le Canadien, tout le monde paniquait. Écoute bien, il y a une belle fiche, le Canadien. C'est quoi le problème?
Ils ont une super belle fiche. Le problème, c'est que, regarde, là, Jake Allen avait eu 2 super bons départs. On l'a enlevé pour en donner un à Primo puis en donner un à Montembeault. Là, Jake Allen vient d'avoir un bon départ. Qu'est-ce qu'on va faire? Il goal-tu à soir à Vegas à 22h? Il goal-tu jeudi? Il goal-tu samedi? Il va... Ben là, pour l'instant, dans les 4-5 dernières games, c'est lui qui... Ben, faut que tu le ramènes à soir. Ben oui. Faut que tu le ramènes. Mais là, tu as 2 goalers que tu veux faire goaler. Fait que c'est un peu ça le problème. L'autre problème, c'est que dans tes 8 matchs que tu as gagnés, il y en a 5, c'était contre des équipes qui ne feraient pas les séries si ça commençait aujourd'hui. L'autre problème, c'est que là, on affronte les Golden Knights qui sont premiers dans la Ligue. On s'en va sur la route, c'est difficile. Puis qu'on est souvent fort en octobre chez le Canadien. Novembre arrive, il neige, c'est moins beau. J'ai peur que ça soit un conte de fées. Je veux pas être pisse-vinaigre, là, mais j'ai peur que ça soit un conte de fées qui va prendre fin bientôt. Pas vous autres? Ils ont plus de buts Moi, que l'année j'ai vu au passée. moment présent. Oh, c'est ça. Mais ils ont plus de buts que l'année passée. Moi, c'est ça que j'aime. C'est que j'aime l'affiche, mais ils ont 26 buts de scorés, puis ils en avaient 20 l'année passée en 8 games. Donc, moi, c'est une grosse différence. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils scorent des buts. Là. En ce moment, les Canadiens ont scoré 26 buts, puis ils en ont accordé 27. Moi, l'autre statistique, je m'en fous. Moi, je veux qu'ils scorent des buts. Quand tu scores des buts, il y a une partie spectacle, on s'entend dessus, c'est le fun. Ben oui. C'est le fun quand tu scores des buts. Puis, veux pas. Quand tu as une équipe moyenne, puis tu scores des buts, ben peut-être qu'à un moment donné, on va se ramasser dans le temps en janvier, on va dire ouais, peut-être qu'on peut faire les séries parce qu'on score des buts. Moi, c'est la statistique que je regarde, c'est ça. Là. Moi, c'est les buts. Score des buts, puis on va s'amuser. Est-ce qu'il y a des bancs libres? Tu me parlais qu'il y avait des. J'ai regardé la game, j'ai pas checké les bancs, je sais plus, je regarde plus ça. Là. Est-ce qu'il y avait des bancs libres? Oui, il y en avait, puis je me souviens pas le nom de quand même un match samedi soir, là. Il y a un journaliste d'RDS qui me dit « T'es plus expert en sport, t'es expert en bâtiment maintenant. » Non, j'ai juste vu qu'il y avait des bancs libres. C'est gossant. Mais là, il n'y avait pas le sous-sol. On m'a dit expert en bâtiment. C'est déjà mieux que gars de sous-sol. Mais il y avait mais les gars n'ont pas d'impact. La minute qu'il y en a un qui a de l'impact, il faut qu'il le frappe dessus parce que ça les énerve qu'il y en a un qui... Moi, ça m'énerve, ça. Sacrement. Dis des affaires aussi, toi. Moi, j'ai fait la même chose. J'ai parlé j'ai parlé du gars de Friend. J'ai parlé de Chandler en fin de semaine. Hey, gars, le coroner, le tabarnache. Arrêtez, gang de malades. Le monde est malade. Le monde est fou. Le monde cherche des ennemis quand il les trouve. Il aime ça fesser dessus. Mais pour les bancs, OK, on m'a dit qu'à peu près 500 sièges n'étaient pas occupés dans les rouges. C'est beaucoup, pas 4, 500. On m'a dit chez le Canadien que les billets étaient vendus. C'est des billets de saison pour la plupart qui n'ont pas été utilisés ou revendus. Donc, il y a quand même un intérêt qui commence à chuter. C'est un samedi soir. Là. Quand même. C'est supposé d'avoir du monde, là, tu sais, ça. Puis on m'a dit qu'il y avait 2 loges de fermées aussi, probablement vendues, mais pas occupées. Donc, tu sais, on ne veut pas payer le bill, l'alcool, la bouffe, etc. Mais il y a des places libres au Centre Bell. On est juste en octobre. Surveillons la suite. Pas inquiétons-nous, mais regardons ça. Puis pour les buts, là, Caulfield, 25e meilleur pointeur de la LNH, OK? 52 buts en 91 matchs sous Martin Saint-Louis, marque énormément. Je trouve ça cool parce que ce soir, il joue contre Dom Ducharme. Avec Dom, il avait marqué 5 buts en 40 rencontres. Je me demande si les 2 hommes vont se regarder, puis je me demande si Caulfield ne peut pas en scorer 1 ou 2 contre Dom Ducharme. Ducharme a manqué mettre fin à sa carrière. Avant même qu'elle commence pour vrai. Exact. Fait que regardons ça pourrait être... mettons qu'on avait une image JPEG à faire pour promouvoir ça d'un côté Caulfield, de l'autre côté Ducharme. Mais Vegas, c'est incroyable pareil. Ils sont 8-0 cette année. Non. Ils ont perdu contre Chicago en fin de semaine. En surtemps, je pense, en overtime fusillade. En overtime. Ben là. Mais une défaite en... Ils ont Christophe, c'est une machine de guerre. Il lève pas le pied. Surtout qu'habituellement, après avoir gagné la coupe, t'es comme un mauvais début. Tu manques un peu de motivation. T'es comme un peu... T'es encore sur le party. Là. Si le Canadien gagne à soir, c'est un miracle. Max, thank you, man. Dans lescoulisses.com. Ah ouais, brasse! On va brasser, là. Ben oui, brasse, lâche-les pas. Salut, Max. Dans lescoulisses.com. Merci, Jerry. Yes. Merci à Mr. White pour la prod. Merci à Nick qui était là. Yann Sénéchal également. Un beau tour qu'on a fait dans Radio Pirate Live. Plus de stock dans Radio Pirate Prime. En passant, on a encore des burgers aujourd'hui et demain. Et Get Together, mercredi soir, 6h, Cosmos, Le Bourgneuf, pour ceux qui ont fait une réservation. Avec 130 pirates, on mange le burger à Jeff pour la dernière fois avant l'an prochain, le prochain mois d'octobre. Donc, bon week-end. Ben, pas bon week-end, bonne semaine, bonne neige. C'est fini, là? Non, c'est pas fini. Ça achève. On s'en reparle. See ya. Fresh. New. A revolution. RadioPirate.com